blanche. 40 nuances de Sista. Ceci est un épisode exceptionnel. J'ai changé les règles de cette émission. En effet, normalement, je ne choisis pas mes invités. Je suis le rare podcast où je ne choisis pas mes invités. Elles sont choisies par des entrepreneurs du Next 40, FT 120 et maintenant FT 2030 qui viennent au micro de mes associés Thomas Benzazon et Olivier Mathieu. Lorsque j'interviewe ces Sista en fin de podcast, je leur demande « Et toi, si tu avais dû choisir une femme entrepreneur que tu admires, tu aurais choisi qui ?» Et quand on me cite pour la 5e fois la même femme comme un exemple parfait de l'entrepreneur au féminin, je me dis « Ok, je l'invite et tant pis pour les règles. » Et cette femme entrepreneur, c'est Isabelle Rabier. Salut Isabelle. Bonjour. Et merci d'être là. Tu es la cofondatrice de Joli Moi, une beauty tech basée sur la recommandation dont tu vas nous parler dans quelques instants. Tu es aussi board member de France Digital, qui est partenaire de ce format. Tu es aussi très impliquée sur le sujet de la place des femmes dans la tech. Je pense qu'on y reviendra aussi. Et pour commencer cet épisode, je te propose de me parler de Joli Moi, mais un peu différemment du pitch habituel. Je crois que tu as des enfants et je me demandais comment tu leur expliquais ce qu'était Joli Moi. Ah, c'est une bonne question. Alors déjà, j'ai des enfants en effet et je commence par leur dire que je suis styliste Joli Moi. Alors pourquoi ? Parce qu'ils me voient porter. Je suis la femme sandwich Joli Moi. D'ailleurs, alors pour ceux qui ne seraient qu'en audio, Isabelle a un superbe suite noir avec Joli Moi écrit en blanc. Mais pour la petite histoire, en effet, j'aime beaucoup porter la marque et c'est un petit hommage aussi à nos stylistes. Je vais en parler. Et donc, pourquoi je dis que je suis styliste Joli Moi à mes enfants ? Tout simplement parce que le styliste, c'est finalement un indépendant qui fait de la recommandation grâce aux outils tech qu'on a développés, à une méthode business et à des marques partenaires qu'on propose justement sur des e-shops personnalisés. Et en fait, je parle de la styliste à mes enfants en leur disant, voilà, moi, je fais de la recommandation à mes proches. C'est un peu que si tu aimes un livre, t'aimes bien un jouet ou une série, eh bien, tu vas vouloir en parler à tes proches. Et eh bien, les stylistes Joli Moi, ils font ça dans la beauté et le bien-être et ils gagnent de l'argent en le faisant. Et donc, j'aime bien prendre ce rôle aussi d'abord parce que j'ai commencé en tant que styliste, parce que j'ai été ma première vendeuse pour Joli Moi il y a bientôt 7 ans maintenant. Et parce qu'au fond, c'est vraiment le premier client de Joli Moi, puisqu'on permet à 10 000 indépendants, stylistes, de développer leur business dans la recommandation en France, en Belgique. Et donc, c'est vraiment au cœur de notre business model. Donc, j'aime bien partir du styliste. Et tu dis, quand vous aimez un livre ou un jeu, vous voulez en parler à vos copains, ils te demandent si eux-mêmes peuvent gagner de l'argent en recommandant. Alors, ce qui est assez drôle, c'est que plus ça va et plus ils ont envie. Alors forcément, ils me voient aussi beaucoup. En plus, il y a eu quand même la pandémie avec la Covid-19. Ils nous voient quand même beaucoup travailler à la maison. Et donc, mon fils a décidé qu'il allait rejoindre l'entreprise familiale, qui n'est pas du tout une entreprise familiale, pour m'aider quand même Il m'a même fait une petite présentation PowerPoint pour présenter justement le concept de Joli Moi. Et franchement, j'étais assez impressionnée parce qu'il savait qu'on était 4 cofondatrices, ce qui est quand même un fait assez unique avec une CTO femme, une responsable réseau femme et Head of Growth femme. Donc ça, il l'a bien compris. Il avait tout à fait le nombre de la communauté des 10 000 indépendants avec lesquels on travaille, des marques partenaires. Franchement, c'était pas mal du tout. Et il a développé lui-même. Alors, il fait du code, il fait des cours de code. Et tout seul, il a chopé son logiciel. Il m'a fait une présentation animée. Je me suis dit, finalement, pourquoi pas ? Pour ton stage de 3e, tu pourras venir chez Joli Moi. Sur Joli Moi, tu nous as parlé donc de 10 000 stylistes. Est-ce que tu as quelques chiffres à nous communiquer ? Je pense que ce qui est vraiment le plus significatif chez Joli Moi, parce que c'est un business model où il y a vraiment la tech, le produit sont au cœur du business model, mais finalement, la particularité de Joli Moi, peut-être, c'est que cette tech, elle n'existe pas seule. C'est vraiment un produit qu'on met entre les mains de cette communauté d'indépendants. Et en fait, grâce à ça, on va permettre une nouvelle forme de commerce. Et c'est vraiment finalement comme un modèle peer-to-peer où on permet à qui le souhaite de lancer son propre commerce via la recommandation. Et donc, en fait, il faut trouver et recruter ses premiers indépendants. Et moi,
qui me frappe le plus, c'était dans le parcours de Joli Moi, c'est d'abord la croissance de cette communauté qui sont quand même, encore une fois, nos premiers clients. On est passé de 100 à 500, puis aujourd'hui 10 000. Et c'est des taux de croissance à 3 chiffres. Jusqu'à l'année dernière, on a fait 60% de croissance, mais c'est une très, très grosse croissance depuis 4 années, année après année, avec plusieurs, bientôt 20 millions d'euros de chiffre d'affaires. Donc c'est ça les chiffres Joli Moi dont je peux vous parler aujourd'hui. Dont tu peux être fière. Très fière. Tu disais il fallait aller les chercher au départ, ces premières stylistes. Juste avant ça, pour créer Joli Moi, tu t'es inspirée de modèles existants? Alors pour créer Joli Moi, je me suis déjà inspirée de ma propre expérience, puisqu'avant de créer Joli Moi, donc Joli Moi, c'est ma deuxième aventure entrepreneuriale. La première, c'est une marque qui s'appelle Dermance et qu'à l'époque, en 2010, je lance avec un homme. Donc j'ai aussi une expérience de co-création avec un tandem homme-femme, mixte, absolument. Et je lance cette marque avec déjà un modèle avec déjà la vision, avec mon associé de l'époque, de digitaliser et de moderniser en fait tous les métiers de la vente par recommandation, vente à domicile, vente par réseau. Ce qui va le plus parler, je pense, à notre auditoire aujourd'hui, c'est Tupperware. Et c'est très bien. D'ailleurs, je me demandais si tu n'en avais pas assez qu'on te compare à Tupperware. Mais alors, j'en ai pas assez parce qu'en plus, je me suis quand même penchée sur le sujet pour revenir. Moi, je trouve ça toujours hyper intéressant de savoir d'où l'on vient pour savoir où l'on va. Et quand on regarde le business model de la vente à domicile, de la vente par recommandation, Tupperware, ça a vraiment été c'est un Américain qui a vraiment lancé ce concept-là et qui après a énormément évolué. Et ce que je trouve d'abord fondamental dans ce modèle, c'est qu'à l'époque, et c'est encore vrai aujourd'hui, il avait une vocation sociétale hyper forte d'émanciper notamment les femmes et de donner un travail aux femmes, et ce qui est encore aujourd'hui le cas. Et c'est surtout un business model qui a énormément suivi les tendances des nouvelles technologies, de l'information, de la communication. Aujourd'hui, on commence à intégrer des modèles d'IA générative dans la recommandation. Et donc, c'est assez fascinant de voir qu'en fait, les deux moteurs extrêmement forts de ce business model qui sont, un, l'émancipation des femmes financièrement en particulier, et deux, la capacité à accompagner des évolutions technologiques fortes en permanence, sont toujours vrais en fait plus de bientôt 80 ans plus tard en fait. Donc voilà, donc pas du tout blasé qu'on compare à Tupperware. Maintenant, c'est vrai qu'aujourd'hui, le modèle de Joli Moi dépasse de loin ce projet-là. Et peut-être la particularité, c'est que notre vision, c'est vraiment d'amener justement ce savoir-faire de la vente par recommandation, ces modèles très forts qui s'appuient sur des communautés d'indépendants pour faire de la vente en physique et en digital, et de l'amener en fait à un portefeuille aujourd'hui de plus de 80 marques qui continue de s'agrandir, c'est d'apporter ça sur le marché. C'est ça qui est très innovant finalement, et c'est permis notamment grâce à la tech et aux algorithmes. C'est comment on prend un modèle à la Tupperware où c'est finalement une marque qui développe son propre réseau de distribution via des vendeurs indépendants, avec une dimension très entrepreneuriale puisqu'ils sont payés à la performance et qui développent leur business. Comment tu pars de ça ? Tu le fais avancer avec toutes les nouvelles technologies de la communication, les réseaux sociaux, Internet, etc. Puisqu'à l'époque, il n'y avait pas. Donc, voilà. Et comment tu amènes ça ? Et tu l'amènes sur tu crées un nouveau marché, en fait, pour tous les professionnels du secteur. Et l'industrie cosmétique, beauté, bien-être, c'est un secteur qui est énorme, avec beaucoup d'acteurs. Et donc, aujourd'hui, c'est ce qu'on propose aussi à tous ces acteurs-là, c'est de leur mettre un peu entre les mains un nouveau modèle de distribution via la recommandation. Alors, j'ai plein de questions. La première, c'est, tu as parlé de 80 marques aujourd'hui. Comment elles sont choisies, ces marques, pour rejoindre la sélection Joli Moi ? Chez Joli Moi, je pense qu'il y a quelque chose qui est fondamental au cœur du projet, c'est la co-création. On est parti d'une feuille blanche et on a créé un tout nouveau business model pour les marques, mais aussi un nouveau business model pour nos indépendants, les social sellers. On les appelle les stylistes Joli Moi, on les appelle des social sellers. Pourquoi ? Parce que, comme je le disais, le modèle existant et prédominant, c'est des pure players. Donc, qui dit pure players, c'est des gens qui ont leurs produits, leur réseau, et qui restent, et c'est des modèles très, très performants, mais qui finalement ne s'ouvrent pas à l'extérieur. Et donc, la conséquence de ça, quand on a voulu se lancer, c'est qu'il n'y avait pas de règles. Un peu comme dans le e-commerce, on a été capable assez vite de définir des grands KPI, des façons de procéder pour faire un e-shop performant. Et bien sûr, le social selling, sur la recommandation, on n'avait pas cette méthode ou ces points de repère. Pourquoi ? Parce que tout simplement, d'un produit à l'autre, d'une marque à l'autre, chacun faisait un peu à sa sauce et c'est bien normal. Et donc nous, ce qu'on a voulu faire avec Joli Moi, c'est on a senti vraiment le potentiel
incroyable, et moi ça je l'ai vécu à travers ma première expérience, puisque ma première aventure c'est une marque que moi-même, comme je le disais, j'ai distribuée via ces modèles, donc un modèle pure player, et je me suis aperçue de la puissance en fait de ce modèle par recommandation, et j'ai dit ok, et comment est-ce qu'on amène ça à un moment pour aller beaucoup plus loin, beaucoup plus vite au marché? Et c'est là où ça se complique. et donc c'est là où il a fallu inventer le business model. Et bientôt 7 ans plus tard, peut-être ce qu'il faut noter, c'est que à l'époque, il y avait déjà des premières études qui montaient des tendances fortes autour du pouvoir de la recommandation, notamment via les réseaux sociaux, la digitalisation des modes de communication. Aujourd'hui, la dernière étude de la FEVAD montre que en fait, la recommandation est passée devant la publicité traditionnelle comme moteur d'achat pour les jeunes générations. Donc ça prouve bien que voilà. À l'époque, on était très, très innovant et précurseur, et aujourd'hui, on est content de voir que la tendance se confirme. Se confirme. Et donc, en fait, c'est un atout pour les marques qui te rejoignent d'être aussi dans votre pool de marques proposées. Et c'est un autre canal pour elles de vente, finalement. Absolument. Et donc, pour répondre à ta question sur comment on les choisit, donc comme la co-création, comme on est parti de zéro, a toujours été au cœur du système, finalement, aujourd'hui, et de plus en plus, au départ, c'était un peu moins vrai parce qu'on n'avait pas forcément la taille de la communauté qu'on a aujourd'hui, mais aujourd'hui, on a évidemment une charte de sélection puisqu'on est un modèle sélectif. On a 75% aujourd'hui des marques avec lesquelles on travaille qui sont des marques françaises, des marques indépendantes. On a aussi on bosse aussi avec des grandes marques américaines et des grands groupes, mais on a aussi quand même cette capacité chez Joli Moi à faire, déjà à lancer des innovations de marché, donc plus responsables d'un point de vue impact écologique, ou qui vont adresser des problématiques, par exemple, notamment des femtech qui n'existaient pas à l'époque. Et bon, je pourrais rentrer dans le détail, mais en tout cas, on a aussi cette capacité à propulser des innovations produits sur le marché et à soutenir ces jeunes marques pour qui c'est très compliqué d'avoir leur go-to-market ou de la distribution efficace. Mais on est aussi un relais de croissance très important pour les grandes marques. Donc, pour sélectionner les marques, il y a une charte de sélection, mais peut-être donc sur la qualité des formules, sur l'engagement sociétal ou environnemental, sur évidemment la qualité des produits. Et de plus en plus, et c'est vraiment la vision chez Joli Moi, c'est la co-création des catalogues avec notre communauté aujourd'hui de 10 000 indépendants. On a un groupe de testeurs qu'on renouvelle en permanence et qui va tester, noter, et on récolte aussi beaucoup d'insights marketing terrain via ces tests, et qui va finalement valider avec un label validé. On le veut dans le catalogue. Voilà, exactement. Et on lance une fois que ces tests ont été effectués. Et en plus, c'est un incroyable levier une fois qu'on lance, parce qu'on a déjà des premiers UGC, donc User Generated Content, des premiers avis. Et on le sait, l'avis client, l'avis consommateur, et encore plus l'avis professionnel de nos stylistes compte énormément dans l'acte de recommander et de conseiller en fait des produits. Je te propose une première petite question surprise qui est liée à la concurrence. Vous avez un message. Bonjour Isabelle, Olivia de Vivatech. J'ai été cliente de Birchbox pendant plusieurs années, de Birchbox devenue Blissim. Vous le savez, Birchbox propose une box beauté sur abonnement avec une curation de produits de beauté adaptés au profil de chaque abonné. Et voilà, je me demandais comment vous vous différenciez de Birchbox et aussi pensez-vous qu'il y ait suffisamment de potentiel sur ce marché de la beauty tech qui aujourd'hui est d'ores et déjà adressé par beaucoup d'acteurs. Merci beaucoup. Alors, je précise juste que Olivia Hervy est Chief Startup and VC Ecosystem Officer chez Vivatech. Et c'est elle qui te pose cette question. Merci Olivia pour cette excellente question. Pour la petite histoire, au tout début, quand on a lancé Joli Moi, on parlait beaucoup de box. Parce qu'effectivement, il y avait Birchbox, et je connais aussi Mathilde Lacombe, qui était l'une des cofondatrices de Birchbox. Et donc, ça me fait rigoler parce qu'à l'époque, notre hantise, c'était qu'on nous confonde avec une box. Donc, déjà, peut-être, je peux réexpliquer en quoi on est extrêmement différent aujourd'hui de ce modèle qui, pour moi, en plus, est très orienté
Finalement, c'est un peu comme un retail média. Je pense que Birchbox, c'est un super système pour aider les marques à se faire connaître, découvrir des nouveautés auprès d'audiences d'aficionados dans la beauté et le bien-être. Joli Moi, ce qu'on propose, en fait, c'est à aujourd'hui tous ceux qui sont passionnés de beauté et de bien-être ou qui ont envie de réinventer leur quotidien, de gagner un complément de revenu ou de complètement se reconvertir vers un nouveau métier d'indépendant où ils vont gérer, enfin voilà, le styliste chez Joli Moi va gérer son emploi du temps, son business, et on va lui mettre entre les mains une application B2B, puisque nous on est sur un modèle B2B2C, donc des outils tech, de recommandations, du live shopping, des studios de réalité augmentée pour l'aider finalement à développer un business dans la recommandation de, on l'a dit, plus de 80 marques sur le bien-être, la beauté, le maquillage, et de le faire en physique, parce qu'on a aussi beaucoup d'interactions entre le styliste et ses clients en physique, via des pop-up stores qui peuvent être organisés à domicile ou dans des lieux partenaires, mais évidemment aussi beaucoup en digital. Et je pense que le cœur du savoir-faire de Joli Moi, c'est le multimarque et aussi cette capacité à créer des interactions, de la recommandation et de la vente en digital. Ça, c'est vraiment au cœur de notre savoir-faire. Et donc, par rapport à un Birchbox et par rapport à cette concurrence, je dirais que le gros axe de différenciation, déjà, ça va être l'accompagnement, la recommandation et le conseil, parce que vraiment, ce qu'on est en train de recréer à très grande échelle, c'est finalement le service de pouvoir avoir quelqu'un à qui parler, qui nous connaît bien, parce qu'on a aussi des diagnostics beauté, nutrition, cheveux, etc. Donc, des liens de confiance, j'imagine. Des liens de confiance. Donc, on va récolter des données via des petits diagnostics. Ensuite, ces données sont retraitées via des algorithmes qui viennent matcher des profils beauté, bien-être avec l'ensemble des catalogues, donc de manière complètement non biaisée. Et puis ensuite, sur la base de ces recommandations, ce qu'on appelle le Beauty Match, donc c'est une technologie qui s'appelle Affinity, c'est une technologie propriétaire qu'on a développée maintenant depuis 7 ans, donc qui a beaucoup itéré en termes de version. Le styliste donc, va s'appuyer sur son application, cet outil de recommandation, parce qu'en effet, quand on a plusieurs milliers de références, on ne peut pas être expert de tout et juste en vous regardant, vous dire « Ah, c'est vraiment ce produit-là pour toi ». Donc, surtout que chaque client est très, très différent. Et donc, grâce à ça, il va faire une recommandation personnalisée à son client et continuer de l'accompagner dans le temps, s'assurer que la logistique, la livraison s'est bien passée, s'assurer qu'une fois qu'il a le produit entre les mains, ce client va pouvoir bien le consommer ou bien l'appliquer quand il s'agit de maquillage. Et tout ce service-là, cet accompagnement-là, et tu évoquais des liens de confiance et de continuité, surtout, sont absolument uniques. C'est peut-être, on peut se référer peut-être, c'est de moins en moins vrai, et on en a de moins en moins, mais c'est peut-être la conseillère qui nous connaît par cœur de parfumerie, ce que j'allais te dire. De sa rue ou de sa ville, mais en plus... qui a vraiment à cœur de te satisfaire en tant que client, qui te connaît bien, qui te reconnaît et qui va, en fonction des nouveautés, en fonction de ce qu'elle a bien aimé, te conseiller et t'orienter vers les bons produits. On essaye au maximum d'avoir une recommandation personnalisée et non biaisée. Non biaisée parce que le styliste n'est pas rémunéré plus ou moins en fonction d'une marque A ou B. Et ça a l'air de rien, mais c'est unique sur le marché. Tout le système de vente retail est orienté par des incentives vendeurs ou par des conseillères spécialisées sur une marque ou une autre qui vont avoir à cœur finalement de vendre des produits spécifiques aux clients. Nous, on est vraiment très orienté client, donc on part du besoin, on le mouline dans ces fameux algorithmes de recommandation. On a de l'humain derrière ce styliste qui, grâce à tout ça, va pouvoir vraiment apporter quelque chose d'unique en termes de recommandation. Et ça crée un business model et une relation client qui est absolument unique sur le marché. Donc oui, il y a beaucoup d'acteurs, beaucoup de e-retailers ou de distributeurs plus traditionnels. Pour autant, sur la façon dont on sélectionne les marques, dont on accompagne le client de manière non biaisée et très personnalisée et humanisée, je pense qu'on est aujourd'hui assez unique en notre genre et on pense, notamment par rapport aux études que j'évoquais, que ce modèle de vente par recommandation, c'est le futur pour la beauté et le bien-être, mais pas que, pour tout type de produits de consommation. Oui. Et tu disais donc finalement que la personne choisisse un produit, enfin la vendeuse, pardon, la styliste choisisse un produit A ou un produit B, sa com n'est pas mesurée par rapport au prix du produit. Non, en effet. Elle a aucun intérêt à pousser le A plutôt que le B. Bah non, en fait, alors son intérêt c'est peut-être qu'elle a
préféré en tant qu'utilisatrice. Non, bien sûr, mais d'un point de vue, pécunier. Non. Et d'ailleurs... Ce qui peut être biaisé, alors je vais prendre un tout autre secteur, mais où tu peux avoir aujourd'hui une réticence à rentrer dans un magasin d'électroménager pour changer ton aspirateur ou je ne sais quoi, où tu dis, est-ce que c'est la semaine où le mec est incentivé sur le modèle A, il va absolument me mettre le modèle A, mais si j'y vais la semaine d'après, ça va être le modèle B, et où tu perds justement cette confiance. C'est ça. Toute proportion gardée avec la beauty, bien sûr. Non, mais absolument. Bah après, dans la beauté comme ailleurs, tu as des études qui sont faites par les marques, et en particulier les grandes marques, qui sont des drivers de trafic, puisqu'elles font beaucoup de marketing, beaucoup de publicité, et elles vont driver le trafic en point de vente. Et elles font des études qui s'appellent, je ne sais pas si tu es familière avec ça, mais des études, le taux de taux de détournement. C'est quoi c'est quand même... Ça existe et il y a une bonne raison. On va essayer d'identifier la part des clients qui rentrent dans un point de vente. Et en effet, ça peut être sur de la beauté, sur de l'électroménager, sur ce que tu veux, pour acheter un produit. Donc, ils arrivent, ils ont une idée, ils sont peut-être déjà clients de la marque, ils ont vu une publicité, ils ont été attirés par n'importe quoi, ou un copain leur a recommandé d'acheter tel produit. Ils arrivent, et donc ils arrivent déjà avec une idée en tête, et ils vont demander « Ah, j'aimerais bien acheter tel produit, est-ce que vous pourriez me recommander ?» etc. Et c'est quoi la part des gens qui arrivent en trafic avec une idée et un produit, une marque qu'ils ont envie d'acheter, qui ressortent sans cette marque-là? Et les taux, je crois que c'est plus de 50%. Enfin, c'est assez dingo, en fait. Donc, ça démontre bien à quel point... Et puis, parfois, même le client ne s'en rend pas vraiment compte, parce que c'est assez bien fait. Et moi, je sais plus qui me parlait de ça récemment, qui m'expliquait que, en fait, parfois, tu étais conseillé par la conseillère Dior sur un produit, et puis tu allais un peu plus loin jusqu'à ton parcours, jusqu'à la caisse, et qu'au final, si tu passais par le chemin d'une autre conseillère, je sais pas, sur une autre marque, elles étaient assez fortes pour te faire retirer de ton panier ton mascara Dior et t'en faire acheter un autre. Bon, ça, on en rigole, mais il faut savoir quand même que c'est aujourd'hui des moteurs assez importants et des stratégies en retail qui sont très fortes, dont le consommateur, nous, on est évidemment très averti, dont le consommateur n'a pas toujours pleinement conscience, ça c'est sûr. Et en effet, chez Jolie Moi, le challenge, ça a été on est conscient qu'on pourra jamais... On est dans de la recommandation. Donc, par essence, il y a cette part d'humain, de test. Mais il y a quand même une authenticité dans cette recommandation, dans le sens où il n'y a pas un billet supplémentaire qui est amené par un challenge ou par une rémunération différenciée, etc. Et ça, c'est extrêmement important parce que ça permet, et pour aller plus loin, les stylistes qui travaillent chez Jolie Moi, et ça, c'est vraiment au cœur aussi de la proposition de valeur qu'on a pour nos indépendants, c'est qu'ils rejoignent Jolie Moi, ils ont leur application, leurs outils, ils vont avoir leur page personnalisée, tous les outils qu'on a développés pour eux pour faire leur business, et c'est eux qui choisissent les marques avec lesquelles ils vont travailler, ceux qui vont choisir de se former, de se certifier sur une catégorie plutôt qu'une autre, sur une marque plutôt qu'une autre. Et ça, c'est leur choix complètement libre et indépendant. Et c'est ça qui est assez génial, en fait, alors que parfois, il y a des surprises, du coup. Mais donc voilà, parfois on aimerait inversement être peut-être un peu plus driver, mais on a pris ce choix-là, et écoute, on l'assume, et jusqu'à présent, on arrive à... Je dis jusqu'à présent parce que bon, on ne sait jamais, mais en tout cas, aujourd'hui, on arrive à maintenir ce modèle-là. Et on fait évidemment des challenges, parce que ça, en plus, on est sur des indépendants, donc qui démarrent un nouveau job, souvent, il y en a qui commencent à faire de la recommandation pour la première fois avec Jolie Moi, donc il faut un levier de motivation, ça fait partie du job. Par contre, tout ce qui va être challenge, incentive, ça n'est jamais biaisé, dans le sens où on ne va pas te dire ce mois-ci, si tu vends 100 unités du mascara A ou tu recommandes 30 crèmes de la marque B, tu vas gagner ça. Non, c'est toujours lié à de la perf, à de la qualité au global. Donc finalement, peu importe là où tu vas porter ton attention, si tu fais une perf, tu vas pouvoir, par exemple, participer à ce challenge-là. Voilà, c'est la façon aujourd'hui qu'on a trouvé de débiaiser au maximum la reco. Tu parlais dans ta réponse à Olivia d'une techno-propriétaire qui a bientôt 7 ans. Donc j'imagine qu'elle a évolué. Est-ce qu'au tout début, c'est toi qui faisais l'algo? Alors, c'est pas moi. Alors, j'ai eu la chance. Alors, au départ, il n'y avait pas d'algo, il faut le savoir. C'était ça ma question. Il n'y avait pas du tout d'algo. D'ailleurs, je trouve que c'est assez intéressant de rappeler un petit peu la genèse de tout ça, parce qu'aujourd'hui, bon, voilà, Jolie Moi, on a fait une très belle série A. On a 30% des effectifs, c'est de la tech. On a des data scientists, des data analysts, du product. Donc, c'est quand même beaucoup d'investissements tech. Ça coûte cher. Et avant de partir dans cette grande aventure d'investissement, on est parti d'une feuille blanche et d'un papier.
Enfin, quand je dis feuille blanche, c'est même pas philosophe. Enfin, je veux dire, c'est pas Nous, une on aime image. bien les feuilles blanches. Voilà, c'est une vraie feuille blanche, un vrai papier. Parce qu'à l'époque, en plus, j'avais pas encore rencontré Mathilde, qui allait devenir notre CTO cofondatrice. Et donc, j'ai commencé sans plateforme. Il y avait même pas, je crois, le vrai nom de la marque. Et j'ai pris des produits. J'avais déjà cette expérience de ma première boîte de faire de la recommandation pour ma propre marque. Donc, je me dis, OK, tu as une idée. Bon, je suis allée voir des marques. Je me dis, est-ce que vous aimeriez qu'on essaye? Et alors, ils m'ont vu arriver, ils m'ont dit, bon, pourquoi pas? Merci encore à tous ceux qui m'ont fait confiance, alors qu'il n'y avait rien à l'époque. Il y avait Absolution, il y avait Nelmatic, tous ces créateurs de marques assez visionnaires. Et ils m'ont confié des produits. Et là, j'ai commencé. Donc, c'est vrai que mon entourage était là, ah, mais tu repars faire tes ventes toi, à domicile. Moi-même, je fais, non, mais j'ai une idée. je vais faire des questionnaires. C'est les premiers tests utilisateurs, tu vois. Et donc, je récoltais des feedbacks. Et surtout, j'ai voulu vivre l'expérience qu'allait devoir vivre en physique pour commencer, puis après via les réseaux sociaux, les social sellers, les indépendants, pour comprendre déjà est-ce que c'était faisable en fait. Tu vois, l'idée de dire je suis capable de recommander de manière très personnalisée plusieurs marques sur le soin visage ou le maquillage d'autres, est-ce que ça c'est possible, tu vois. Et là, je me suis assez vite rendu compte que malgré mes années de formulation, d'expérience pour ma première marque, j'étais quand même assez vite à sec, tu vois, de recommandations parce que j'avais du mal à appréhender toutes les spécificités de chacun et puis surtout les différents sujets d'ingrédients, de formulation, c'est quand même assez technique. Et donc, je me suis dit, OK, là, il va falloir qu'on crée le premier outil qu'on a créé, c'est cet algorithme de recommandation, Affinity, tout simplement parce que la vision, c'était quand même de permettre à tous ceux qui le souhaitent, avec ou sans diplôme, avec ou sans expérience, de faire une très bonne recommandation personnalisée. Et qu'en réalité, même en étant expert et en ayant fait des années d'études sur le sujet, t'es pas capable de le faire. En fait, humainement, là, tu as vraiment besoin de la techno et puis des super calculateurs et c'est là que tout a démarré. Et je crois que j'ai repris, en effet, des premières intentions que j'avais parce que déjà, pour ma première marque d'Armand, j'étais déjà sur le conseil. Donc, j'avais commencé déjà à réfléchir à des petits outils de reco, un peu les decision trees, tu vois. Ouais. Mais bon, après tout ça, je l'ai donné à Mathilde, qui a commencé à développer un véritable algorithme avec sa team. Voilà. Mais c'est pas moi qui ai développé le premier algorithme. J'avais les non, idées, quand je disais ça, c'était à la main. Quoi, hein. À la main, oui. Mais ça, on a fait à la main. Avec l'intuition et dire, tu devrais mettre ça. Ouais. pour prendre le pouls, en fait, finalement. Non, mais absolument. Ah oui, ça et comprendre la démarche. Bien sûr. Tout à l'heure, on a parlé de confiance. Lors de la reco, il y a un élément central dans la confiance, c'est aussi la marque. Et la marque que vous avez créée, Joli Moi, comment elle est née, cette marque? Et aujourd'hui, on peut dire que c'est un label. Oui, absolument. C'est assez marrant parce que sur la marque... En fait, les premières questions et les questions que j'ai encore un peu, mais bon, plus on va et mieux on se forge une conviction, c'est souvent, dans les premières levées de fonds, j'ai toujours une question de « Mais alors, vous êtes une marque grise, une marque blanche ?» C'est très bizarre. J'étais OK. Et donc, tu parles de label, et je pense qu'aujourd'hui, c'est ça la vraie réponse. Et ça a toujours été notre vision, c'est-à-dire que nous, on va être la marque de référence en tant que partenaire sur la recommandation et pour nos social sellers. Donc, c'est une marque qui ne nous appartient pas complètement dans le sens où, si vous l'avez bien compris, tous ces indépendants, ces 10 000 indépendants, ils vont être partenaires de Joli Moi, mais ils restent indépendants. Ils n'ont pas d'obligation très, très stricte comme pourraient l'avoir des franchisés, mais par contre, ils vont utiliser notre marque. Donc, et ils utilisent aussi le nom d'autres marques. Oui, c'est ce que j'allais te demander. Ils vont utiliser aussi, ils travaillent avec 80 marques, donc ils sont aussi en maîtrise de partager ces marques-là. Ils créent beaucoup de contenu aussi. Ce sont de véritables créateurs de contenu pour créer des interactions. Ils font des lives, mais ils font aussi des reels, etc. Donc, et ça, vous les formez? Ils sont formés, évidemment. On a créé la Social Selling Academy. Et puis, il y a un accompagnement. Ils ont aussi un contrat avec une charte, quand même, avec des choses à respecter. On a aussi tout un outil d'accompagnement de contenu. Ils créent leur propre contenu, mais aussi les guider. On peut leur apporter aussi des contenus déjà pré-créés pour leur faciliter aussi le travail. Parce que quand tu as 10 heures par semaine, tu n'as pas forcément le temps de tout créer toi-même. Mais par rapport à la marque Joli Moi, je dirais que donc, ça a été, depuis le début, toujours une réflexion de quel type de marque on a envie de créer.
Parce qu'en fait, au fond, on voulait absolument pas être confondu, et ça a été ça aussi qui a drivé, par exemple, les évolutions au niveau du logo de la marque. C'est qu'au départ, on avait un logo qui était très joli, très féminisé, mais quand on le mettait à côté des marques de beauté et de bien-être qu'on distribuait, souvent, c'était confondu avec une marque de produit. On n'est pas une marque de produit, on est une marque tech, on est une plateforme tech, et donc, Jolie Moi, c'est le partenaire, le label de référence pour faire du social selling aujourd'hui dans la beauté et le bien-être. Et donc, ça a été des évolutions assez fortes. Et la marque, sur quoi on l'ancre et ce qui fait aujourd'hui sa force. Et je pense que ça, c'est une exigence depuis le début et qui est encore hyper vraie aujourd'hui. C'est des valeurs très fortes qui sont aussi les valeurs de l'entreprise, c'est les valeurs de la marque. Et donc, il y a un alignement très fort entre la marque, les valeurs d'entreprise, la façon dont on travaille avec nos partenaires, que ce soit les marques, que ce soit les social sellers, que ce soit le client final. Et ça, c'est une exigence de l'audace, la joie, la franchise. Ce sont les 3 valeurs de Jolie Moi. Et c'est quelque chose qui doit transpirer, si tu veux, dans tout ce que fait la marque et dans tout ce qui est incarné par la marque. Donc, ça peut être du contenu, ça peut être des goodies, ça a une forme de communication. Et ça, c'est une exigence. Et ce qui fait aujourd'hui la marque, je dirais, c'est surtout cette communauté et cette adhésion. En fait, parfois, même quand on a fait la série A, tu sais, tu as toujours des audits. Oui. Et en fait, j'ai des investisseurs qui m'ont dit « Mais c'est étonnant, parce qu'on est allé regarder votre e-reputation. » Et en fait, il y a très peu de commentaires négatifs. Je fais « Déjà, merci. » Mais limite, presque, c'était louche, tu vois. Non, mais en fait, c'est parce que vraiment, on a eu beaucoup d'attention depuis toujours à faire ce qu'on dit, incarner vraiment ces valeurs-là. Et je pense que c'est ce qui surprend aussi bien les employés, tu vois, qui rejoignent Jolie Moi dans la boîte, que même nos indépendants. Au départ, ils disent « Ah, ça a l'air très joli, des super valeurs, un super collectif. » Et presque au départ, en plus... Est-ce que c'est pas un peu fake ? Tu parlais de la confiance. Ouais. J'ai vu une étude je crois que c'est Solène, une entrepreneur aussi, qui a posté ça et qui disait qu'en France, la France est l'un des pays en plus où tu as le moins de confiance dans les autres. Je crois qu'on est hyper mal classé dans les pays de l'OCDE. Je me demande si on n'est pas 62e sur 65. Et c'est-à-dire que les Européens, en gros, à 50% accordent leur confiance et à 50% ne font pas trop confiance à l'autre. Je crois que nous, on n'est que 20% à faire confiance aux autres, si tu veux. Donc c'est vrai qu'il y a beaucoup d'a priori négatifs, tu vois, quand tu vois une nouvelle marque ou quand tu rejoins un nouveau concept. Et je pense qu'au début, les gens se disent il y a anguille sous roche, c'est trop beau pour être vrai. Bon, ce qui est sympa, c'est qu'après quelques temps, ils se disent non, c'est vraiment ça. Et donc, on a plutôt des commentaires très positifs et une brand equity qui ne cesse d'augmenter et qui est vraiment très forte pour le coup. Et j'imagine que tes stylistes et tes indépendants recommandent des indépendants. Absolument, absolument. Il y a vraiment un modèle de recommandation, de cooptation. Et là encore, un vrai enjeu au niveau du marché de créer aussi un modèle de social selling responsable. On a des acteurs qui ne sont pas forcément clean, comme dans toute industrie. On a aussi des acteurs américains en particulier, qui parfois vont un petit peu loin dans le développement de leur business model, à la limite, et puis on n'a pas tout à fait les mêmes réglementations en France, en Europe et aux États-Unis. Et donc nous, c'est vrai qu'on s'attelle et on s'attache à créer un écosystème hyper sain, pérenne aussi pour nos indépendants, avec des modèles de rémunération qui vont permettre à nos indépendants de stabiliser leur business. Tu vois, c'est bien aussi de te dire, finalement, je crée un business avec Jolie Moi, je sais que un mois après l'autre, si je fais le taf, etc., je vais quand même pérenniser mes revenus. Parce que c'est une forme d'entrepreneuriat, mais quand même très sécurisée. Parce qu'au fond, on va apporter tous... Mes stylistes, elles ont l'habitude de dire, et ceux qui cooptent d'autres stylistes, ils ont l'habitude de dire, mais imagine, c'est comme si tu ouvrais ta boutique, ton e-shop, tu te formes, sauf que tu n'as pas à payer ton e-shop. Jolie Moi a créé les outils tech pour toi. Tu n'as pas à avoir ton stock, parce que Jolie Moi va gérer tout ça pour toi, et ainsi de suite. Et donc, c'est une forme d'entrepreneuriat qui est géniale, parce que tu n'as pas de grosse prise de risque financière, mais inversement, on a envie aussi de pouvoir sécuriser les revenus de nos indépendants. Donc, sur la marque et sur le business model, on a un gros enjeu d'évangélisation de marché, de faire connaître d'abord notre métier, qui est très nouveau, pour les marques, mais aussi pour les indépendants. Et donc, c'est vrai que c'est des investissements marketing qui vont au-delà de notre marque, c'est-à-dire que on a beaucoup d'actions que tu verras cette année qui consistent à
accompagner même l'évangélisation autour de ce nouveau métier qu'est le social selling. C'est-à-dire qu'il y a 10 ans, un community manager, on ne savait pas tellement ce que c'était. Aujourd'hui, on parle de community manager, tout le monde sait extrêmement bien ce que c'est. C'est un vrai métier, il y a des formations autour de ça. Tout à fait. C'est la même chose. On disait on va prendre un stagiaire pour répondre sur les réseaux sociaux. Mais non. Et voilà. L'activité de social selling telle qu'on la voit, telle qu'on est en train de la faire émerger grâce à Julie Moi et aussi avec le soutien du secteur, avec les 80 marques et bien plus qui finalement donnent aussi une forme d'approbation de ce nouveau modèle de vente et de recommandation. On est en train de créer un nouveau métier qui est très entrepreneurial, qui fait vraiment, je pense, qui soulève... moi, ce que j'aime beaucoup dans notre business model, c'est vraiment ce côté impact, où on va permettre à qui le souhaite d'entreprendre, peu importe ta provenance sociale, peu importe les moyens que tu as. Si tu as envie, si tu te donnes les moyens, parce qu'il faut bosser, c'est pas tout cru non plus, eh bien, tu peux y arriver. Et c'est ça qui est assez fou. Et on a beaucoup de talents en France, en Europe, donc on est content de contribuer à cette nouvelle forme de commerce. Quelle différence les gens font aujourd'hui entre un social seller et un influenceur ? Ah, ça c'est la question. Écoute, je vais te donner je vais donner une petite info qui est un petit peu un petit spoiler. Je vais pas trop en dire, mais sache que d'abord il y a des vraies différences. Alors concrètement, et ce qui ne veut pas dire que ce sont deux métiers différents, mais c'est des métiers qui peuvent complètement, si tu veux, se recouper et cohabiter. On a aujourd'hui des influenceurs, alors plutôt des nano-micro-influenceurs. Pas ceux qui sont à Dubaï, en fait. Voilà, pas ceux-là. Bon, après, nous, il faut admettre qu'on a un petit défaut chez moi, c'est qu'on déclare tous les revenus aussi. Donc, bon, en France, on est... voilà, c'est un joli défaut. Voilà. Mais bon, il y a des gens que ça embête, visiblement. En tout cas, nous, on est très legit par rapport à ça, évidemment. Évidemment. En tout cas, pas ceux forcément qui sont à Dubaï, mais on a quand même aujourd'hui des créateurs de contenu qui sont très doués, qui vont avoir des communautés de 10K, 100K, et qui faisaient déjà créer du contenu, avaient déjà des audiences, mais qui, en fait, se sont rendus compte que grâce, par exemple, à un business model comme Julie Moi, s'ils avaient des univers lifestyle ou bien-être qui leur plaisaient, en fait, c'était une super adéquation par rapport à ce qu'ils font aujourd'hui en termes de contenu. Ils vont pouvoir recommander des produits, ils ont leur propre e-shop, ça fait beaucoup de sens. La plupart des gens qui rejoignent Julie Moi, ce sont plutôt des personnes qui sont vraiment, et c'est ça la différence entre l'influenceur et le social seller, c'est que le social seller, il est vraiment dans une démarche de recommandation et de conseil et de vente, en fait. C'est finalement la création de contenu, d'abord, n'est pas directement rémunérée. C'est pas son métier principal. On crée du contenu quand on fait du social selling. D'ailleurs, on n'est pas obligé si on fait que du physique. Ça existe encore. Maintenant, on fait ce qui marche le mieux, spoiler alert, c'est de faire les deux. Hein, je vous le dis. Voilà, c'est ce qu'en tout cas nous on constate. Voilà, petit tip. Et donc c'est ce qu'on encourage aussi notre communauté de social sellers à faire, c'est de savoir faire les deux et les combiner. Je pense que beaucoup de marques aussi qui ont été beaucoup de DNVB ou beaucoup de marques qui étaient très physiques se sont rendues compte de l'importance d'avoir aujourd'hui des vrais leviers digitaux, mais aussi des vraies expériences en physique. C'est exactement la même chose pour nous. Et en tout cas, ces social sellers, leur métier, ça va être de recruter des clients, de créer finalement de l'attraction autour de thématiques que eux portent. Par exemple, je donne juste un exemple concret pour que ce soit vraiment concret pour notre éditeur, mais par exemple, moi, je suis passionnée, j'ai un vrai propos, je pense qu'il faut... c'est juste un cas, hein, c'est pas forcément vrai. Mais par exemple, j'adore les produits solides. Je pense que c'est vraiment le futur de la beauté qu'il vaut mieux consommer. Et donc, je vais naturellement m'intéresser à tout ce qui est autour de l'éco-responsabilité, comment je peux avoir un mode de vie, et notamment dans le secteur sur le sujet de la beauté, qui est plus responsable. Et moi, je vais avoir envie de parler de ce thème-là, d'accompagner et de recommander ce type de produit ou ce type de marque que je trouve saine, impactante, à mon entourage. Et bien ça, je vais le faire comme je peux t'en parler là, en parlant autour d'un café, mais je peux le faire aussi en créant une conversation sur les réseaux sociaux. Ça peut être TikTok, ça peut être Pinterest même, ça peut être Instagram, Facebook. Nous, on est plutôt aujourd'hui Facebook, Instagram, TikTok. C'est les 3 réseaux sur lesquels aujourd'hui notre communauté vont et performent vraiment hyper bien. TikTok, d'ailleurs, c'était pas gagné, mais voilà, on a développé des stratégies très, très payantes sur TikTok. Et donc... ils vont commencer à engager des conversations autour de ces thèmes-là. Donc, parler spontanément de ce qui leur plaise et de ce qu'ils aiment. Et finalement, c'est comme ça qu'ils attirent ensuite une audience, des gens qui se retrouvent dans le propos ou on parle aussi de communauté d'intérêt, dans les intérêts que peut avoir le social seller. Et à partir de ce moment-là, va s'engager une conversation
ah, mais si tu veux, je peux t'accompagner pour mieux consommer dans ta beauté, je peux t'accompagner sur ce type de produit que tu connais mal et je vais t'expliquer comment tu vas transitionner, par exemple, de ton shampoing de la marque A vers du solide. Bon, très bien, ça, c'est le rôle du social seller. Donc, il est là-dedans, il est dans l'accompagnement. Et en effet, après, il accompagne son client dans le temps. Je pense que c'est la principale différence aussi par rapport à un influenceur qui peut faire de l'affiliation, qui peut avoir des opérations de recommandation ou des partenariats avec des marques. Il va mettre en avant un produit qu'il aime bien. Parfois, il a un code promo qui peut lui générer du revenu ponctuel. Le social seller, son métier, c'est de développer une clientèle, de l'accompagner, de la faire fructifier, de développer vraiment ce business autour de ça. Et le contenu n'est que secondaire. Là où l'influenceur, c'est un peu sa raison d'être de créer du contenu, finalement. Et tu as déjà eu des social sellers qui, parce que ça cartonnait, parce qu'ils se sentaient finalement aussi à l'aise et ils se sont trouvés une âme de créateurs de contenu, sont devenus des influenceurs, des micro-influenceurs? Non, mais absolument. J'imagine que oui. En même temps, on voit aussi ça comme une opportunité, même pour Joli Moi, parce que le propos, ça va être d'accompagner aussi toute notre communauté d'indépendants avec des nouveaux services, avec des nouvelles façons d'être rémunérés. Aujourd'hui, on a des gens qu'on forme et à qui on apprend et qui sont aussi parfois, comme tu le dis, naturellement doués pour créer du contenu et faire des super recos. Eh bien, c'est évident que toutes les marques qui voient ces personnes qui font des super jolis contenus, qui font du sens, qui sont authentiques, qui sont cohérents, parce qu'ils sont dans une démarche de moyen-long terme. Donc, c'est pas un jour je parle d'un truc, le lendemain je parle d'autre chose. C'est je fais de la recommandation, donc j'ai une vraie conviction autour des produits que je recommande. Donc oui, il y a plein de marques qui les contactent et c'est OK, c'est des indépendants. Donc nous, en plus, on est par essence... Il n'y a pas conflit d'intérêt. Non, il n'y a pas conflit d'intérêt. Et par essence, on est multimarque. Ouais. Le seul conflit peut-être que je dirais, c'est qu'à partir du moment où on travaille avec une marque sur la plateforme de Joli Moi, la marque ne peut pas traiter évidemment en direct après avec nos social sellers. Tu vois, on évite de créer des inéquités. Enfin, c'est hyper important surtout que nous on met beaucoup de choses en place entre les marques et notre communauté. Donc l'idée c'est pas de bypasser, de proposer des. Mais c'est vrai dans les deux sens. sens. Tu vois, ça c'est on va dire ça c'est la seule limite. Ça fait partie du contrat même. Ouais. Plus concrètement. Même concrètement du contrat. Du contrat. Voilà. Et alors tu nous disais spoiler parce qu'on a parlé des micro-influenceurs, j'ai pas oublié. Non, mais en fait on est en train de développer parce que comme je te le disais, il y a un véritable enjeu. On est vraiment avec Joli Moi sur une évangélisation de marché, avec la création d'un nouveau business model et faire comprendre au grand public quelle est cette opportunité, quel est ce métier et comment c'est finalement demain. Pareil, c'est Airbnb à l'époque, tu t'imaginais pas pouvoir louer ton appart pour gagner de l'argent. Tu t'imagines pas forcément devenir social seller. Or, c'est quelque chose de très accessible et qu'on rend de plus en plus accessible. Et donc, on est en train de travailler sur un sujet qui sera annoncé peut-être avant la rentrée, je l'espère, mais qui va être de créer un certificat qui va permettre d'ancrer les différences entre l'influenceur et le social seller. J'en dis pas plus. Affaire à suivre, mais ça va permettre de bien différencier les deux activités et au-delà de ça, de venir soutenir une vision vraiment du social selling responsable. Parce que pour le coup, ce qu'il y a en commun entre l'influenceur et le social seller, c'est quand même une activité très présente de communication, de promotion via les réseaux sociaux. Oui. Et donc, avec ces incroyables opportunités, viennent aussi beaucoup de responsabilités envers les jeunes hommes, les jeunes filles. Quand on parle, par exemple, sur la beauté et le bien-être, en plus, c'est quand même hyper important l'image qu'on peut développer. Nous, on est vraiment sur une image de la beauté inclusive. On fait des formations à notre communauté d'ores et déjà sur le fait de, si j'utilise un filtre, c'est OK, tu fais ce que tu veux, mais il faut le mentionner. Tu ne peux pas présenter un produit, par exemple, de maquillage ou de soins avec un filtre en faisant... Tu vois, ça, pour nous, c'est de la publicité mouche sondaire et c'est à l'inverse, finalement, du côté authentique recommandation qu'on veut amener sur le marché. C'est juste un détail, mais ça, il y a quand même évidemment des points communs entre les deux métiers et on peut toujours être influenceur ou social seller de manière responsable ou pas. Évidemment, nous, on s'inscrit dans une démarche responsable. Donc, on fait de la formation et on est en train de créer un certificat sur le sujet. Génial. En tout cas, il y a des beaux modèles de responsables côté influenceur et côté influenceur, j'ai quelques-uns en tête qui ont très bien réussi le switch et le font. Et il y a d'ailleurs un certificat de l'influence responsable. Absolument. Et aujourd'hui, les plus grandes marques, d'ailleurs, exigent de la part de leurs influenceurs stars ou avec qui, en tout cas, ils ont des contrats, qu'ils passent ce certificat pour garantir finalement un certain savoir-faire et une certaine responsabilité. Et peut-être éviter le bad buzz aussi. Toujours sur les indépendants, sur ces 10 000, il y a combien d'hommes? Il y a une centaine d'hommes. Un petit peu.
C'est un petit peu. Mais tu sais, ici on est chez Sista. On est chez Sista, donc tu connais le dicton You can't be what you can't see. Donc en fait, tout ça a démarré par des femmes avec des femmes. Les hommes sont très doués dans ce métier-là. J'invite tous les hommes qui le souhaitent. D'abord, c'est génial. En plus, on a des super copines dans le collectif quand on rejoint. Non, mais plus sérieusement, il n'y a pas de raison que les hommes ne fassent pas cette activité. C'est vrai qu'aujourd'hui, peut-être dans les produits qu'on conseille et qu'on recommande, c'est quand même assez féminisé, le catalogue aussi, parce que c'est le plus gros du marché. Oui. Après, ça n'empêche pas les hommes de recommander des produits de beauté ou de bien-être. Ça existe aussi en parfumerie et autres. Oui, dans les grands magasins, tu en vois. C'est la même chose. Mais après, il y a une dimension business, entrepreneuriat indépendant qui attire aussi beaucoup les hommes. Et voilà, petit à petit, on commence à avoir de plus en plus d'hommes. Après, quand tu regardes les chiffres du marché du social selling, c'est quand même dans le monde, surtout sur le secteur, sur les biens de consommation, un peu comme nous, voilà, ça va être plutôt quand même 75% de femmes. Et je pense que c'est très lié au fait que, et ce sera peut-être de moins en moins vrai, mais que historiquement, comme c'était un métier qui permettait de faire une activité en complément de revenus, de chez soi, à temps choisi, je pense que les femmes, avant, ont été plutôt contraintes parfois de s'adapter et de prendre ce type d'emploi. Contraintes ou par choix aussi, parce que nous, aujourd'hui, en tout cas, c'est 100% des personnes qui sont chez nous et qui travaillent avec nous le font vraiment par choix et par désir de faire cette activité et aussi de concilier. Et ça, c'est une tendance de marché très forte qui s'est accélérée post-Covid, un mode de vie où on va pouvoir gérer un équilibre pro-perso, travailler d'où on veut, quand on veut. Moi, j'ai une styliste qui me fait mourir de rire, qui est géniale, qui n'est pas maman d'ailleurs, qui est une jeune femme, et puis qui a envie d'être nomade. C'est une digital nomade, comme on en connaît certaines, et qui vit à Bali. Et puis, donc, elle fait ses postes, elle a sa clientèle, et puis, joli moi, gère tout pour elle, donc c'est parfait, et elle livre partout en Europe. Et elle fait sa reco de Bali, et puis elle bouge. Donc, parfois, on la voit, elle est à Bali, puis après, elle est dans un autre pays. Et en fait, rien ne l'empêche, et c'est ça qui est génial, de travailler vraiment d'où elle veut. Là, c'est un exemple extrême, mais ça montre aussi à quel point, en plus, cette nouvelle activité s'inscrit dans des tendances beaucoup plus profondes. Je pense qu'ils vont concerner évidemment aussi bien les hommes que les femmes. Aujourd'hui, on reste sur une communauté très féminisée. Le secteur est encore très féminisé, mais je pense que le futur ne sera pas forcément aussi clivant par rapport à toutes les tendances dans le monde du travail qu'on voit émerger. Alors justement, on parle du futur. J'ai une question de notre partenaire Madines à ce sujet. Bonjour Isabelle, Joli Moi est basé sur la recommandation par un réseau de particuliers. Penses-tu que nous serons tous indépendants demain ? Donc c'est Louis Carle, cofondateur de Madines, qui te pose cette question. Bonjour Louis. D'ailleurs, on a sorti un article il y a quelque temps avec Florent Malbranche de Brigade sur justement notre vision sur le future of work et sur les indépendants. Je crois beaucoup dans la multi-activité et l'incroyable capacité demain qu'on va pouvoir proposer aux gens de faire plein de choses et d'être indépendant. Moi, je crois qu'on va... D'abord, je pense que la France, si on revient juste à la France, c'est un pays où, historiquement, on a quand même beaucoup de commerçants, beaucoup de professions libérales. Donc déjà, je trouve qu'en France, on a beaucoup d'indépendants. Et je pense que c'est une tendance de fond qui va aller en s'accélérant. Et c'est pas Catherine Barba qui a créé Envie, n'est-ce pas, qui dira le contraire. Donc tout à fait. Louis, oui. Tous indépendants. Tous indépendants demain. Est-ce que c'est justement dans votre... Parce qu'être indépendant, ça permet beaucoup de flexibilité et tout ce que tu as donné comme argument. Ça permet aussi des compléments de revenus, d'adapter avec sa vie pro, sa vie perso. Le pendant de ça, ça peut être des choses en termes de... entre guillemets, sécurité de l'emploi ou d'un point de vue santé ou d'un point de vue retraite, enfin tous les avantages sociaux que peuvent avoir des salariés. Est-ce que c'est des choses sur lesquelles vous vous engagez ou vous essayez de faire bouger les lignes pour que la législation potentiellement aussi évolue ? Parce qu'aujourd'hui, quand on est indépendant, c'est pas forcément évident. Absolument. Mais toi, t'es très bien informée, non ? Parce que... Écoute, on a rencontré, il n'y a pas si longtemps que ça, le ministre du Travail avec France Digital. D'abord, au niveau européen, il y a une vraie réflexion, en effet, sur le statut d'indépendant et avec cette volonté de sécuriser et de donner plus de droits aux indépendants sur différents termes. Donc, tu as tout ce qui est protection sociale, mais tu as aussi les prêts bancaires. Ouais, alors, les prêts. Et puis, tu as aussi tout ce qui va être lié à la formation. Et moi, j'aime bien cette idée, que je partage complètement d'ailleurs avec Flo, qui est de dire que le futur, c'est pas tellement des droits qui vont être reliés à un statut, salarié, pas salarié, mais c'est des droits et...
en prenant de ses droits des obligations, mais c'est des droits et des possibilités qui vont être plutôt associées à l'individu. Et la vision, c'est de se dire que je travaille en tant que salarié, je cotise, ou qu'en tant qu'indépendant, parce qu'on cotise aussi en tant qu'indépendant, n'est-ce pas, etc., etc. Il faut que, et pour permettre cette flexibilité dans les façons de travailler, dans les envies des uns et des autres, et en fait, il n'y a pas de raison que je puisse pas être salarié, puis demain freelance, et puis repasser salarié, etc. Et donc, il y a un vrai débat au niveau européen, d'ailleurs, il faut le savoir, qui est en cours. Et nous, on travaille avec différentes plateforme, ça peut être Brigade, mais il y a aussi Malte, et puis il y en a plein d'autres qui travaillent avec des En plus, au sein des indépendants, il y a plein de statuts différents. Oui, tout à fait. Donc, c'est en plus plein de profils très différents. Et donc, on a une réflexion commune et on est en train de travailler au sein de France Digital, en effet, sur ces sujets-là. Et on est très engagés, en tout cas chez Jolie Moi, et je pense que c'est un peu une vision aussi globale qu'on peut avoir en France, qui est de dire on veut de la flexibilité, mais tu as raison, on a envie que ce statut d'indépendant soit plus sécurisé en termes de droits, en termes de formation, en termes d'accès aussi, comme tu le dis, au financement. Après, il n'y a pas de raison. Puis nous, on est les premiers concernés, on est entrepreneurs, donc on n'est pas salariés. Donc, on le vit aussi au quotidien. J'ai une petite anecdote là-dessus, mais Tu peux la partager ? Absolument. C'est-à-dire que mon mari et moi, nous sommes tous les deux des statuts d'indépendants. On n'est pas salariés et on a, quand à 35 ans, tu loues un appart alors que tu as quand même des revenus de couple qui sont plutôt au-dessus de la moyenne et que en fait on a quand même essayé de louer un appart, en plus on est plutôt stable donc enfin bon, si on regarde un peu les critères au-delà des revenus financiers, et on a quand même vu un appart qu'on voulait louer et en fait on s'y est repris à 3 fois notre dossier a été refusé et en fait le bailleur, alors qu'il est un institutionnel, a quand même préféré laisser l'appartement vacant que de nous le louer. Et en fait c'est vrai que ça te fait quand même tu te dis mais c'est pas un mystère, moi j'ai fait HEC, on est tous les deux indépendants, on avait des revenus quand même, voilà, on a un certain âge, on a quand même certains revenus, on a plutôt bien réussi. Et pour autant, ce bailleur a refusé de nous louer un appartement. Alors quand tu sais ça, tu te dis mais en fait, quid des indépendants, des professions libérales qui n'ont pas toujours des revenus forcément hyper élevés, enfin voilà. Et donc tu te dis qu'il y a un vrai souci quand même, il y a un vrai fondamentalement. Je te confirme. C'est une anecdote que j'ai vécue dans ma chaire sur la location d'appartements. Et ça reste vrai aujourd'hui. Ça reste vrai aujourd'hui pour des prêts, pour des ce que tu veux. Oui. Donc il y a beaucoup de sujets. Voilà, il y a beaucoup de sujets et qui sont variés, qui sont pas simples parce qu'il y a aussi beaucoup de profils très diversifiés dans les indépendants. Les indépendants avec qui on travaille chez Jolie Moi, c'est des statuts soit micro-entrepreneur, soit VDI, qui est le statut du vendeur à domicile indépendant qui lui aussi doit évoluer. Donc pour tout te dire, on est aussi en contact avec des associations. Moi, je suis en contact avec Frédéric Billon, qui est le président de la Fédération de la vente directe, parce que lui, il a un véritable enjeu, le statut du VDI, vendeur à domicile indépendant, qui est un statut qu'on utilise beaucoup parce qu'il est très avantageux quand tu te lances en social selling. Pour autant, il reste assez ancré dans des pratiques assez traditionnelles. Oui. Il doit évoluer avec la digitalisation du métier. Celui-là, il se rapproche en termes de statut d'un auto-entrepreneur ? Oui, absolument. Il est plus avantageux encore que le statut auto-entrepreneur. Par rapport au nombre au chiffre d'affaires ? Oui, par rapport aux charges sociales, donc il est plus light. Mais voilà, et Frédéric, pareil, il a ces mêmes enjeux de faire évoluer le statut. Et en plus, la France a été plutôt précurseur. On est plutôt doué généralement pour faire des lois et des statuts. Et donc, on a plutôt inspiré aussi, en plus, les autres pays européens sur ce statut du VDI. Il y a l'Italie qui a un statut qui est très proche. Voilà. Donc, il y a aussi un enjeu, même pour nous, en termes de marché au niveau européen et pour créer les licornes européennes qu'on appelle tous de nos voeux. Il y a aussi cet enjeu d'homogénéiser au maximum ces statuts d'indépendants. Et pour répondre plus succinctement à ta question, parce que c'est une réponse très longue, à une question finalement assez simple. Oui, on est engagé et oui, on travaille autour de ces thèmes-là pour faciliter la vie des indépendants et surtout pour faciliter aussi la vie des plateformes ou des business comme les nôtres qui ont envie de développer des solutions pour les indépendants au niveau européen. C'est encore compliqué parce que le principal frein aujourd'hui pour s'européaniser, c'est pas le marché, c'est pas les clients, c'est pas la logistique, c'est pas la tech, c'est les statuts. Et la législation. Et ça reste malheureusement vrai dans beaucoup de secteurs. Dans les medtech, dans plein de sujets. Donc je pense qu'il y a un véritable enjeu à ce niveau-là. Et France Digital, pour le coup, et c'est aussi pour ça que j'ai rejoint le board, une voix qu'elle porte aussi au niveau européen, qui est très forte. Donc Continuons. C'est des sujets importants. Quand tu étais sur les bancs d'HEC,
l'influence, les réseaux sociaux, c'était très très loin. C'était très très loin. Enfin, je pense qu'on a à peu près les mêmes âges. Et je sais que quand ça m'arrive de donner des cours et que je leur dis que Facebook, quand j'étais en première année d'école, n'existait pas, ils me regardent comme si j'étais un dinosaure. Ouais, c'est vrai que tout est allé hyper vite. Tout est allé hyper vite. Qu'est-ce que tu imaginais à ce moment-là? Est-ce que tu imaginais aller dans une direction autour de la tech? Alors, pas ce que c'est aujourd'hui, parce que t'es impossible de... Enfin, t'es pas visionnaire, tu pouvais pas l'imaginer, mais... J'avais pas imaginé la Gen AI, par exemple, qu'on est en train d'utiliser. Ouais. Tu vois, je pense même il y a 1 an, je pense qu'on n'imaginait pas aussi vite intégrer tu vois, ce type de technologie dans notre business model. Je pense que sur les bancs d'HEC, ce qui est sûr, c'est que j'avais déjà ce pressentiment, parce que ce que je raconte, c'est aussi que l'envie d'entreprendre et de créer, j'aurais pu avoir une voie hyper différente, en fait. Je ne vais pas spoiler parce que ça fait partie de ma claque. Donc... Mais bon, en tout cas, ce que je veux dire, c'est que sur les bancs d'HEC, je savais déjà que je voulais être quand même entrepreneur. J'avais déjà eu des premières expériences très light, mais de création de business. C'était mignon, mais en tout cas, c'était déjà là. Et j'ai candidaté aussi, donc je suis rentrée en 2e année après avoir fait des études universitaires à Londres et en France. Et je voulais candidater à HEC Entrepreneur. Donc j'avais déjà envie de créer. Je ne savais pas encore, franchement, dans quoi. Et j'étais très passionnée, mais ça depuis longtemps, par tout ce qui était la bio, l'innovation. Donc la tech, pour moi, au départ, c'était surtout l'innovation. Enfin, c'était vraiment plutôt la biotech. Ma mère est médecin. J'étais plutôt dans ces univers-là que la tech, tu vois, dont on parle aujourd'hui. Donc ça, c'est venu par la force des choses, avec déjà la digitalisation, l'e-commerce, la première start-up. Et puis ça s'est énormément accéléré, évidemment, avec Joli Moi, qui est un produit et une tech très forte. Mais non, je n'imaginais pas tout ça à l'époque. Je savais juste que j'avais envie de créer, qu'a priori, j'étais assez passionnée. En fait, je pense que le fil rouge, c'est l'innovation et la disruption. Alors peut-être qu'il y a autre chose. Tu as une question surprise. Vous avez un message. Coucou Isabelle, on se connaît maintenant depuis longtemps et en fait dans notre parcours entrepreneurial, toi et moi, on a toujours mis un point d'honneur à innover, à prendre des décisions pragmatiques le plus possible, appuyées par des données et notre expérience. Mais on sait aussi qu'une part d'intuition joue un rôle indéniable dans nos choix. Selon toi, l'intuition féminine pourrait-elle être cette force distincte qui nous différencie des entrepreneurs hommes ? Et comment vois-tu cette intuition influencer ta manière de diriger et de prendre des décisions au quotidien ? C'est donc une question de Arbia Smithy, fondatrice de Rosalie, qui t'avait aussi choisi comme sister à mon micro et qui te pose cette question surprise. Ouais, alors juste pour la petite histoire, parce que je pense que j'aime bien moi raconter. J'ai toujours été hyper intéressée par les backstage et j'ai toujours été assez fascinée par les relations. D'ailleurs, on est un peu dans les réseaux avec ce qu'on fait. Arbia, je l'ai rencontrée au G20 des entrepreneurs à Moscou. Ok. Voilà. Donc c'est quand même incroyable et on s'est connus. C'était en quelle année ? Écoute, c'était peut-être en 2011. Voilà, c'est un petit moment. Et on était toutes les deux à l'époque sur notre première start-up, tu vois. Donc, depuis, on a toutes les deux recréé une deuxième boîte. Donc, on est toutes les deux serial entrepreneurs. Merci, Arbia, pour ta question. Écoute, l'intuition, c'est sûr. Et peut-être là où tu as raison, c'est que la première start-up que j'ai créée, qui est une marque, et au-delà d'être une marque de produits de beauté, le propos, en tout cas, était profondément féministe, puisque l'idée, c'était de créer une marque bienveillante qui accompagnait les femmes. Donc, c'était une marque pour les femmes à peau mature. Et l'idée, c'était d'innover avec une marque bienveillante qui accompagnait les femmes dans leur beauté et qui était sur un discours positif. À l'époque où nos petits copains, qu'on ne citera pas, des grands groupes français de la cosmétique, revendiquaient des diminutions de rides par centimètre à la semaine avec des modèles qui avaient 20 ans et qui étaient gravement photoshopés. Je caricature, mais on se rappelle, c'était en 2010. Et déjà à l'époque, ça avait étonné un petit peu mon entourage de dire « Mais tu as 25 ans Pourquoi ? Je prépare l'avenir. Pourquoi ? Et je dis, écoute, parce que je crois que donc c'était de l'intuition, mais c'était au-delà de l'intuition. Je pense que ce qui nous rapproche avec Arbia, c'est une profonde, au-delà de l'innovation, je pense qu'on n'aime pas trop les injustices aussi. Et je pense que ce que je ressentais à l'époque, c'était cette injustice profonde d'injonction sociale qui s'adressait exclusivement aux femmes et aux femmes d'un certain âge. Et je pense que c'est si c'est cette intuition-là que j'ai eue, en tout cas, c'était assez ancré et j'ai voulu
à ma façon et à ma manière, faire avancer le marché en proposant autre chose, une autre marque, mais surtout une autre façon de conseiller la marque. Et c'est comme ça que tout a démarré. Voilà. Et je pense que probablement que si j'avais pas été une femme, je me serais pas lancée dans tout ça. Et aujourd'hui, je serais pas à la tête de Joli Moi, avec une communauté, comme tu l'as si bien soulevé, de près de 10 000 femmes entrepreneurs. Et aujourd'hui, je pense que ce qui me motive plus que tout dans Joli Moi, au-delà de créer un nouveau modèle de commerce, c'est de voir comment, grâce à des modèles comme Joli Moi, c'est pas le seul, mais ça fait partie des solutions pour permettre aujourd'hui à des femmes en particulier, si tu veux, de se lancer dans une nouvelle activité, de rêver, de se dire qu'il y a un autre possible et de sortir en fait peut-être d'un chemin, d'une voie toute tracée ou d'une condition de naissance parfois ou sociale. Beaucoup d'autres fois, moi j'ai beaucoup de femmes qui passaient un certain âge se disent mais en fait j'ai fait ce métier-là parce que mon papa, ma maman disaient que la beauté et le bien-être c'était pas sérieux, par exemple. Bon, moi je pense que L'Oréal c'est un groupe tout à fait sérieux, je pense qu'on ne dira pas le contraire, mais voilà, bon, pour la petite anecdote. Donc en tout cas, ce que je veux dire c'est que c'est ça qui est motivant et si c'est ça dont on parle quand on parle d'intuition féminine, eh bien je suis ravie alors que et bien ce soit le cas. Et avec Arbia, je pense qu'au-delà de ça, je redis juste qu'elle comme moi, on a développé des business à impact et qui, je pense profondément, ont envie de faire bouger les lignes pour permettre au plus grand nombre d'accéder à des choses qui ne leur sont pas forcément données sur un plateau. Initialement. Voilà, et initialement. Et donc de faire bouger les lignes aussi de ce point de vue-là. Avant de passer à la prochaine catégorie de cet épisode, j'ai une dernière question. On parle peu, ou en tout cas c'est très peu médiatisé, la communication du dirigeant. Vous êtes 4 cofondatrices. Aujourd'hui, c'est surtout toi qui prends la parole. Est-ce que ça s'est imposé naturellement ? Comment tu fais pour assumer aussi tout le temps ces prises de parole ? Tu as pris la parole devant 1500 personnes au Grand Palais éphémère lors d'une fête dont nous a parlé Arbia dans le podcast en disant « J'étais trop triste de ne pas pouvoir y être ». Les images parlent d'elles-mêmes. Comment on se prépare à tout ça ? Alors, alors d'abord, je pense que j'ai eu plusieurs mouvements par rapport à la communication du dirigeant. Et juste pour refaire un peu l'historique, j'ai fait partie de cette génération d'entrepreneurs, donc quand je me suis lancée en même temps qu'Arbia, où à l'époque, il n'y avait pas autant d'entrepreneurs et il n'y avait pas la Startup Nation. Ça n'existait pas encore. Pour autant, c'était très porteur, en tant que créateur d'entreprise, d'être visible, parce que finalement, on est notre principal panneau publicitaire, et que quand on a peu de moyens, et ça je tiens à le rappeler, c'est que quand on n'a pas beaucoup de budget marketing ou de moyens, une des façons de faire connaître sa marque et d'attirer à soi, c'est quand même d'être son propre porte-parole. Et d'incarner, d'être le porte-parole de la marque. À l'époque, pour ma première start-up, donc d'Hermance, j'incarnais avec mon cofondateur, c'était un vrai tandem d'incarnation et le duo homme-femme fonctionnait extrêmement bien. On a beaucoup communiqué, on est de la presse. D'ailleurs, le lancement d'Hermance, on le doit à un article dans CB News qui nous a spoté. Alors, à l'époque, je vous rappelle, donc, comment on faisait. Donc, on n'était pas du tout aussi structuré qu'aujourd'hui. Moi, quand je vois je vais souvent à la rencontre des étudiants d'HEC entrepreneurs et à chaque fois, je ressors année après année en me disant, mais ils sont tellement intelligents, ils ont accès à tellement de choses. Tu sais, les incubateurs, ils font des voyages à SF, en Israël, etc. Et je suis là, on n'avait pas tout ça. Alors, rappelons-le, on n'avait pas encore Station F. Il n'y avait même pas les vidéos YouTube. Il n'y avait pas toutes ces vidéos YouTube, tous ces contenus, tous ces podcasts. Ça, c'est extraordinaire quand même. Moi, je suis assez fière de ce qu'on a créé en France. Ça, on a fêté la French Tech. Les 10 ans de la French Tech. Les 10 ans de la French Tech et on peut s'en féliciter. Donc, juste pour redire. Donc, nous, comment on fait à l'époque ? Et puis, on n'avait pas encore toutes les DNVB. On était un peu le dinosaure des DNVB, tu vois. Le mot n'existait pas. Le mot n'existait pas. Tu vois, il existait peut-être aux États-Unis, mais on ne le connaissait pas en France. Bon, bref. Et donc, comme tout bon entrepreneur qui n'a pas d'argent, et je rappelle qu'avec mon associé de l'époque, Grégory, on a lancé notre boîte avec deux pré-étudiants, en plus, qui n'avaient rien à voir avec nos études, puisqu'on était en fin d'études. Bon, merci les banquiers. Et donc là, on a un petit fichier presse que je ne sais plus qui nous a filé, et on envoie un communiqué de presse, sans vraiment penser à conséquences, tu sais, en CCI, bam, à l'ancienne, quoi. Donc on envoie ça, et là, on a CB News qui nous repère et qui était assez CB News, je crois plus que ça existe malheureusement aujourd'hui, mais c'était le magazine référence de la publicité et qui avait mis d'Hermance en avant parce qu'on avait fait un shooting avec nos mamans et
pour l'une des premières fois, une marque qui s'adressait à des femmes de 45 ans était incarnée par des femmes de 45 ans. C'était tout à fait innovant. Aujourd'hui, ça paraît banal parce qu'en plus, il y avait quand même eu déjà la campagne Pro-Age de Dove à l'époque, si vous vous rappelez. Donc, il y avait des choses qui émergeaient. Bref. Et là, la présentatrice de Télématin nous repère dans cet article, nous contacte via... Et ça, on a encore des entrepreneurs qui le racontent aujourd'hui... plutôt pour qui veut être mon associé, qui disent j'ai reçu sur contact un mail de la prod qui voulait. Bon, nous, c'était un peu ça. Et c'était Télématin. Et c'est cette émission Télématin, je me rappelle vraiment, et je m'en rappellerai toute ma vie, on est passé sur cette émission. Et à la fin, la présentatrice dit « Et Dermance recrute des conseillères beauté à l'époque. » Et là, on a été complètement inondés de commandes. Ouais. À l'époque, nous, on était à Arcueil. Je partageais mes bureaux avec Adèle Bounine, qui a créé la marque Et moi, qui est une très jolie marque et qui s'est bien développée. Elle est plus à Arcueil, moi non plus, mais on avait notre propre petit entrepôt, partagé avec nos 2 marques, et je me rappelle, me faisant des colis, on était moi, mon associé et un stagiaire, et on a passé 10 000, déjà, ça nous a bien renfloué, merci, le chiffre d'affaires, c'est quand même l'un des premiers moteurs de financement. Bref, tout ça pour dire que la communication, en tout cas pour Dermance, ça nous a lancé. Mais il y a eu aussi un côté pervers, c'est qu'à un moment, il faut faire attention, et ça c'est peut-être juste le principal apprentissage que j'ai eu sur la communication du dirigeant, c'est qu'il faut faire la promotion de ton business, mais il faut faire attention aussi à ne pas créer trop de distorsion entre la perception qu'on peut avoir, et ça c'est le bullshit de Charlie Perrault des Échos, entre ce qu'on dit, et ce qu'on réalise, ce qu'on fait, et la réalité, parce qu'il y a un moment aussi où quand ça va mal, comme c'est beaucoup plus difficile, alors c'est peut-être un tout petit peu moins vrai aujourd'hui, mais pas tant que ça. C'est quand même difficile de parler des difficultés, de la vulnérabilité, en tout cas dans les médias. Et d'incarner ça, c'est difficile. C'est pas toujours hyper bien accueilli. C'est un exercice compliqué. Et à l'époque, moi, j'ai pas su le faire avec Dermance à un moment où on a pu rencontrer des difficultés. Et donc, c'est très difficile à porter cette incarnation du succès et de la réussite et une image publique quand dans le backstage, ça se passe pas très bien. Donc ça, parfois, tu peux avoir une distorsion qui est assez forte. Et là-dessus, justement, tu as été accompagnée pour en tirer les conséquences? Alors, à l'époque, non. Ça, c'est un peu des apprentissages que j'ai fait moi-même. Et la conséquence de ça, et pour en revenir à ta question de l'incarnation de la marque, la conséquence, c'est que aujourd'hui, je suis très visible dans les médias, mais ma CTO intervient aussi beaucoup en conférence. C'est quelqu'un de très reconnu. Mon associée Aurélia aussi prend de plus en plus de place dans les prises de parole. Et en fait, chacune, on a aussi des expertises différentes. Après, je suis la dirigeante. Donc, en tant que dirigeante, souvent, on va incarner plus l'image. Mais pendant les 4 premières années de Jolie Moi, on n'a pas communiqué. Parce que j'avais un peu souffert, finalement, de cette précédente expérience. Exactement. Et donc, pour cette nouvelle start-up, alors c'est peut-être l'extrême inverse, on a communiqué de manière classique sur la marque, mais j'ai pas du tout incarné dans les médias pendant longtemps la société, parce que là, j'ai dit, OK, je veux qu'on ait... en plus, c'était un business model assez compliqué, très innovant, donc je me suis dit, on va bosser, et j'avais pas besoin de ça à l'époque, si tu veux, pour continuer d'accélérer la marque, etc. On a commencé à communiquer post-Série A essentiellement, donc à partir de 2022. Donc finalement, c'est relativement récent. Et on a beaucoup communiqué à partir de 2022 parce qu'on a décidé, et on n'était pas obligé de le faire, que ça allait nous aider à aller attirer la visibilité, nous permettait d'attirer plus de stylistes. On grossissait, on avait besoin d'aller dans un nouvel espace de conquête, mais aussi d'attirer des marques partenaires et aussi d'attirer des talents en interne. Et quand on a décidé de commencer à engager une stratégie de communication et d'incarnation beaucoup plus forte, parce que j'incarnais la marque, toutes les 4, on l'incarne beaucoup en interne et on l'incarne beaucoup auprès de notre communauté. Donc il y a différentes façons aussi d'incarner la marque. Il n'y a pas que les médias. Et ça, on l'a toujours beaucoup fait. Mais par contre, dans les médias, on a commencé à l'incarner finalement assez tard, si tu regardes. Et je pense qu'il faut arriver... Et aujourd'hui, ce que je donnerais comme conseil, parce que les femmes, parfois, sont un peu moins... et d'ailleurs, j'ai aussi une petite anecdote là-dessus. Et je comprends pourquoi les femmes sont parfois un peu moins volontaires pour incarner publiquement dans les médias leur marque. Bon, déjà, t'es exposée. Donc, il faut... tout le monde n'aime pas ça. Et c'est pas facile d'être exposé. C'est aussi... c'est un métier, en fait. C'est comme faire de la tech ou... c'est de la communication. Donc, il faut être assez solide quand même à un moment pour incarner ça. Puis, ça rajoute une charge de travail par rapport à ton rôle de dirigeant. Et puis, parfois, en fait, la perception n'est pas la même que pour les hommes dirigeants d'entreprise. Et ça, moi, j'ai pu avoir des remarques comme quoi, finalement... et alors, pour le coup, j'étais hyper droite dans mes bottes parce qu'on a toujours communiqué
sur notre savoir-faire. On a fait savoir notre savoir-faire. Donc, tu vois, on est allé dans ce sens-là et on n'a pas communiqué avant de savoir-faire. Mais j'ai eu des remarques, oui, de personnes extérieures qui ont pu faire des remarques comme quoi je me dispersais parce que j'étais très présente dans les médias. Bon, après, j'ai dû juste recadrer en expliquant que ça faisait partie d'une stratégie, qu'elle était... Comme tu le demandais, elle est complètement drivée avec l'équipe marketing, avec l'équipe growth. Il y a des cibles spécifiques qu'on adresse avec différents formats de communication. Et aujourd'hui, je dirais que ce que j'ai surtout envie de faire en termes de communication, au-delà des investisseurs futurs qui vont rejoindre Jolie Moi, parce qu'on va continuer de se développer énormément et que la tech, ça coûte cher, c'est... j'ai envie d'incarner l'entrepreneuriat au féminin aussi, et d'abord pour ma communauté, parce que ce sont toutes des entrepreneuses. D'ailleurs, j'ai fait tout un truc là-dessus. Ce sont des entrepreneuses. Nous sommes des entrepreneuses. Je féminise le mot volontairement, parce que j'ai longtemps utilisé entrepreneur RE, et à l'oral, entrepreneuse, ça s'entend, entrepreneur, non. Donc, ces entrepreneuses, j'ai aussi envie de leur montrer ce que c'est le quotidien d'un business, que c'est être une femme dirigeante. Et je le redis, si demain, l'activité de styliste de Social Search chez Jolie Moi a donné les clés d'un business, de savoir gérer des clients, de savoir développer sa noto, de savoir accompagner une équipe, etc., et que demain, ça permet à, même ne serait-ce qu'une femme, 2, 3, 4, peut-être de créer leur propre business en dehors de Jolie Moi, mais franchement, j'en serais la plus ravie, et si j'ai contribué à ça, ce sera vraiment une grande réussite. Et d'ailleurs, c'est déjà le cas. Je connais déjà des filles qui sont passées par Jolie Moi, et ça leur a donné un tremplin, ça leur a permis d'acquérir un certain nombre de compétences, suffisamment de confiance en elles, pour ensuite créer leur propre business. C'est aussi ça, l'impact de Jolie Moi. Voilà, donc sur la com, je pense qu'il faut l'adresser, et en tout cas, il faut avoir conscience de pourquoi on le fait. On ne le fait pas juste pour rien. Il ne faut pas juste communiquer pour communiquer. Il y a des temps forts. Parfois, il faut savoir aussi prendre un peu de recul. Parce que c'est aussi une respiration. Pour une respiration, puis se faire rare, c'est bien aussi. Et puis après, reprendre des prises de parole quand on a besoin ou qu'on a envie. Mais en tout cas, moi, je le fais toujours avec un objectif très précis. Allez, relaxez-vous. Et maintenant, on parle de vous ? Bon, on a déjà un peu beaucoup parlé, mais là, l'idée, c'est un peu plus de connaître Isabelle. Il y a une question que j'adore poser à mes invités, qui est « À quoi tu rêvais, petite fille ?» Je crois que j'étais un peu comme toutes les petites filles, non, comme beaucoup de petites filles. Alors, à quoi je rêvais ? En tout cas, je savais que j'aimais beaucoup les animaux. J'ai quand même eu cette phase vétérinaire. Je voulais être vétérinaire à un moment. Et assez vite, j'ai été moi, j'étais beaucoup dans les livres. Je lis toujours beaucoup. D'ailleurs, j'essaye de continuer à lire parce que c'est une respiration. Tu parlais de respiration. Oui. Et ça développe mon imaginaire, et ça a toujours été une soupape de décompression, de me perdre un peu, tu vois, dans les romans. Et je me rappelle, même quand j'étais en prépa, je lisais beaucoup des choses qui n'avaient rien à voir avec mon programme. C'est peut-être une erreur, mais ça me permet de mais bon, en fonction, je ne sais pas ce que tu as eu comme thème de programme, mais moi, c'était la passion. Au bout d'un moment, je n'en pouvais plus. De la passion. La passion, oui. Donc, quand j'étais petite, je rêvais... j'avais aussi un univers assez riche, littéraire. Et puis, après, j'ai voulu... Enfin, en tout cas, mes rêves se portaient beaucoup sur un métier, en fait. Et je me projetais aussi dans des métiers parce que probablement, j'ai une maman qui travaille beaucoup. Donc, je pense que c'était peut-être relié. Et je rêvais de devenir... Après, j'ai rêvé je sais pas si c'est un rêve, mais je voulais être psychiatre. Et j'ai longtemps hésité, mais je pense que c'est un atavisme familial parce que j'ai beaucoup de médecins dans la famille. Donc, entre une carrière plus scientifique, médicale, et finalement je suis partie vers le business, et on va dire que ça s'est fait à 18 ans. Voilà. Le déclic, ça a été... Je sais pas si c'était ou le choix, le non-choix. Alors si, non, il y a un truc, il y a un non-choix qui fait que je m'évanouissais quand même à chaque fois que je voyais quelqu'un souffrir ou saigner. Donc ça, j'ai eu, c'est à l'adolescence que j'ai commencé à avoir des vrais malaises. Je me rappelle de ça peut donc être compliqué. Compliqué quand tu m'as ça. Et c'était très bizarre, parce que ça, je ne l'avais pas du tout petite, mais je me rappelle vraiment d'une scène où je pense que j'étais trop en empathie, si tu veux, même physique, avec une personne âgée j'étais en Australie, qui se blesse devant moi, et je me suis évanouie. Donc, je ne sais pas si tu vois, mais je me suis dit, bon, peut-être ça a été un petit signal, quand même. Je me suis dit, peut-être pas ma voix. Non, et après, je pense qu'on parle de l'Australie. Donc, moi, je suis partie vivre en Australie à 16 ans.
Ma maman a été mutée pour des raisons professionnelles là-bas. Et du coup, j'ai un peu complètement translaté mon univers français, assez franco-français, classique, on va dire, dans une école à Paris. Et là, j'arrive dans une école à Melbourne. Il n'y a pas une école de filles. Les écoles sont pas... Il y a quelques écoles mixtes, mais c'est des écoles de filles ou des écoles de garçons, en uniforme. Une école privée, pas de français. Voilà. Et ça a été petit gros choc des cultures. Et en tout cas, peut-être pourquoi je parle de ça sur le business, parce que ce qui est sûr, c'est que, et j'en parle assez régulièrement, parce que pour moi, ça a été un véritable déclic. Tu parlais de déclic. À l'époque, je n'avais pas encore l'idée, je pense, d'être entrepreneur et de créer mon propre business. Mais je viens plutôt d'une famille de profession libérale, médecin, etc. Donc, pas très, très business. J'ai 2 déclics. J'ai un oncle qui était représentant médical qui, à l'âge de 30 ans, je crois, décide de partir faire un tour, pas un tour du monde, mais de partir en bateau parce que c'était un voileux. S'échoue en Afrique du Sud, décide qu'il va reprendre le métier de l'arrière-grand-père qui est boulanger, rentre en France, il quitte son métier, fait une formation de boulanger et part avec sa femme et sa fille sous le bras s'installer en Afrique du Sud pour créer un business dans la boulangerie. Ah ouais. Premier exemple familial, mais quand même assez éloigné. Bon. Petit challenge quand même. Petit challenge. Et donc je pense qu'on a... Et ça a réussi ? Ça a extrêmement bien réussi. Écoute, il a bien réussi, il a revendu son affaire, il vit toujours là-bas, mais mes cousines sont sudaf, du coup. Mais tout ça pour dire que je pense qu'il y a eu ce premier déclic de l'aventurier entrepreneur, mais c'est vraiment le tonton d'Afrique du Sud, tu vois. C'est un peu cette image-là, quoi. Tu vois. Bon, après, bien après, parce que j'étais un peu plus jeune quand il a fait ce voyage-là. Après, je pars en Australie. Et là, je suis dans une culture très anglo-saxonne, très pragmatique, un pays assez jeune. Et là, tout le monde bosse, tout le monde fait des petits jobs, tout le monde part du coup évidemment après le bac faire un tour du monde parce que les Australiens, sans vouloir caricaturer, mais ils sont tous avides aussi de découvrir, ils ont beaucoup de familles souvent en Angleterre, ils vont en Europe, etc. Et donc tu vois, c'est une culture et un mindset assez différent. C'est peut-être moins vrai aujourd'hui parce que je trouve que les jeunes maintenant vont beaucoup plus étudier à l'étranger, voilà, mais à l'époque c'était quand même moins courant. Et donc voilà, là j'apprends des choses très pragmatiques et c'est peut-être là qu'est née une fibre, en tout cas ma capacité d'adaptation certainement, et puis surtout une fibre un peu plus business, pragmatique, très concrète finalement, que j'ai continué de cultiver après en habitant à Londres et puis voilà, et que j'ai toujours en revenant. Jusqu'à aller sur les bancs d'HEC. Exactement. Allez, j'ai encore ma dernière question surprise. Vous avez un message. Salut Isa, je suis très heureuse d'en apprendre encore sur ton parcours. Je connais ton goût du travail et ton sens de l'effort, et ce que j'admire tout particulièrement chez toi, c'est ta capacité de rebond et ta détermination. La question que je me pose souvent et que je te pose pour éclairage est: comment fais-tu la part entre persévérance et entêtement ? C'est une sacrée question. Salut Alix. Alors c'est Alix Poulet qui a été DG de Litchi et qui est une entrepreneure. Absolument. Entrepreneuse, du coup. Entrepreneuse. En plus, je me suis dit, il faut que je dise entrepreneuse. Et entrepreneuse, bien sûr. Bien sûr. Alors, écoute, c'est une excellente question. Et je trouve que c'est difficile d'y répondre. Je pense que peut-être en tout cas, il y a certainement une partie de la réponse qui va tenir dans ce que tu es prêt à endurer. À un moment quand même, parce que c'est toujours difficile de reconnaître les signes ou pas. Pour ma première start-up, je pense que je me suis un peu trop entêtée. Pourquoi ? Parce qu'à la fin, quand ça devient vraiment trop dur, sur plein d'aspects, perso, financiers, il faut savoir lâcher l'affaire, quoi. Bon, moi, je ne suis pas un très bon exemple de ça, parce que le fait de m'être entêtée, fait que j'ai rebondi justement en créant Joli Moi, qui est une autre start-up très différente, mais je n'aurais jamais créé Joli Moi sans m'être entêtée sur d'Hermance. Et où tu as embarqué aussi des partenaires ? Où j'ai embarqué mes partenaires, mes investisseurs historiques, etc. Aujourd'hui, c'est plutôt un beau pivot. Un super pivot, dont je suis très fière. Mais ça aurait pu assez vite tourner à l'entêtement. Bien sûr. Dans le sens, je pense que derrière la question d'Alix, il y a l'entêtement, c'est finalement tu continues sur un projet où tu t'entêtes et donc tu n'as jamais de preuve de succès ou de réussite. Parfois, la limite, elle est assez fine entre ce qui fait que ça va marcher ou pas. Et c'est pour ça que je dis que c'est une question difficile, même c'est difficile d'y répondre. Donc, en tout cas, indépendamment des indicateurs business, parce que finalement, entre chaque business, tu vois, je pense qu'il n'y a pas de réponse unique à cette question d'un point de vue purement business. Je pense que du coup, il faut en revenir à
l'entrepreneur et ce que tu es, encore une fois, prêt à endurer. Aujourd'hui, ce que je conseille à mes consoeurs, du coup, mais aussi à mes confrères, enfin, en tout cas aux hommes et aux femmes, et surtout aux femmes, parce que je trouve que, je ne sais pas si c'est une caractéristique féminine, c'est peut-être faux, peut-être que ça concerne tous les entrepreneurs, mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que je trouve que, on est quand même parfois un peu moins doué pour revendiquer une rémunération ou la sécurité financière. Et c'est un peu aussi ce que j'essaye d'accompagner avec Jolie Moi auprès des entrepreneurs qu'on accompagne au quotidien, c'est ne pas te mettre dans une situation, déjà, financièrement, qui est trop à risque. Je trouve que l'entrepreneur... Enfin, au départ, c'est bien, et c'est bien de dire « je suis prêt à pas me payer » ou à me payer très peu, tu vois, pendant 1 an, 2 ans, etc. L'entêtement, pour moi, si je dois le traduire aujourd'hui personnellement, et tu vois, moi, il y a eu des déclics assez forts qui étaient de dire à un moment, tu peux pas t'investir autant, travailler autant, et par exemple ne pas être payé et être encore à 30 ans à demander de l'argent à tes parents pour ton business. Enfin, moi c'est mon image, mais c'est peut-être autre chose pour quelqu'un d'autre. Ce que je veux dire, c'est que moi dans ma tête, il y a un moment où je me suis dit l'entêtement, ça va être si j'en suis encore là, tu vois, dans 1 an, c'est qu'il faut que j'arrête en fait, parce que j'ai pas su trouver les solutions. Et tu t'étais posé des objectifs, des jalons en fait, de dire ok, si là j'ai pas atteint telle chose. Ma deuxième start-up, je l'ai vécue hyper différemment de la première. La première, c'était une première start-up qui est géniale. J'ai énormément appris. Voilà. Je pense que j'ai trop sacrifié personnellement, en tout cas d'un point de vue déjà financier. Et du coup, j'étais, tu vois, en plus, moi, je prône vraiment l'indépendance financière et c'est un vrai moteur pour moi et qui plus est en plus pour les femmes que j'accompagne avec Jolie Moi. Donc, si je reviens à Dermance, à un moment, j'étais pas indépendante. J'étais pas indépendante financièrement. Ce que j'appelle l'indépendance financièrement pour moi, c'était juste, tu vois, le fait de pouvoir contribuer équitablement dans mon couple, dans ma famille. Et donc, j'étais quand même quelque part toujours un peu dépendante, soit de mon conjoint, soit même parfois tu vois, de mes parents ou de ma maman qui m'aidaient beaucoup. Et c'est super, tu vois. Mais je me suis fait une promesse qui était de dire, OK, là, en fait, tu as trop travaillé, tu t'es trop engagé pour continuer sur cette voie-là. Soit tu te trouves des solutions pour atteindre ça, parce que tu vois, après c'est encore une fois, c'est des sujets très personnels, mais moi, c'est ça qui me mettait mal. En fait, je voulais plus dépendre de qui que ce soit, tu vois. Et donc, j'ai dit, OK, j'ai dit, c'est la dernière fois. Je me suis vraiment dit, et j'ai la chance d'avoir eu quelqu'un, mon mari, ma maman, qui pouvait m'aider à un moment où c'était compliqué financièrement, mais il y a plein de gens qui n'ont pas ça, tu vois, donc les ressorts sont différents. Et moi, à un moment, je dis, c'est fini. Tu ne demanderas plus jamais un centime. Plus jamais. Donc, si à telle date... J'ai plus la date en tête, mais je n'ai plus jamais demandé 1 centime à partir de là. Et ça, c'était ma limite entre l'entêtement et la persévérance. Et bon, finalement, aujourd'hui, je suis très contente de dire que je n'ai plus jamais demandé 1 seul centime et que voilà, je suis indépendante financièrement, que la boîte se développe très bien et j'en suis très fière. Mais il y a eu, voilà, c'était ce petit verrou-là chez moi qui était un peu la ligne à pas dépasser. Je pense que ça peut être des choses très différentes pour les uns et les autres. Et est-ce que pour toi, l'entêtement peut être lié aussi au fait de burn, alors on n'est pas obligé d'aller jusqu'au burn-out, mais en tout cas de cramer un peu son énergie, parce que justement, quand on est entrepreneur, il y a ces up and down, et puis il faut pouvoir réagir, il faut de l'énergie, c'est pas un sprint, c'est vraiment un marathon, et il faut avoir l'énergie sur le long terme. Est-ce que tu le lies aussi à cette notion d'entêtement pour toi, dans ton expérience en tout cas? Alors, moi, ça va faire 12 ans bientôt que je suis entrepreneur. Et je pense que quand tu es entrepreneur, il faut vraiment apprendre à se connaître. C'est des choses aussi qu'on apprend. On fait pas mal d'accompagnement sur notre communauté autour de ces thèmes-là. C'est quand tu es indépendant, entrepreneur, à un moment, en fait, il n'y a personne qui va te fixer des limites. Personne. Et même voir parfois, tu es dans des systèmes où il y a des gens qui ont intérêt à te pousser à aller peut-être au-delà de tes limites parce que, voilà, ça peut être pour différents moteurs, tu vois. Ça peut être ton investisseur qui a envie, peut-être qui n'a pas compris et qui va te pousser à aller toujours plus loin. Puis finalement, c'est pas mon cas, mais je donne un exemple, tu vois, et qui fait que tu vas aller dans des endroits où tu n'aurais pas dû aller et ça te burn. Je pense que la clé, c'est de toujours essayer de... Moi, je vois toujours... Alors, je ne parle pas d'équilibre, je parle d'harmonie. Et parce que je considère que la notion d'équilibre, ça fait toujours référence, tu sais, à 2 plateaux qui seraient censés s'équilibrer. Et en fait, quand moi je regarde tous les pans de ce qui fait finalement ma raison d'être et mon bonheur au quotidien, c'est plein de choses. C'est mes amis, ma famille, mon métier que j'aime à la folie et dont je pourrais pas me passer. Mais j'ai conscience aussi qu'il y a des phases. Et donc, je pense qu'il faut avoir conscience de ce qui te donne de l'énergie, de ce qui t'en prend. Et il faut pas arriver au niveau de burn. Tu vois, il faut apprendre à c'est quand même assez fin, mais c'est apprendre à définir ses limites.
limites. Moi, je sais que j'ai toujours décidé qu'il n'y avait rien. Et en plus, on accompagne plein de gens, mais si tu veux, je me suis jamais dit, ma boîte, ça passera avant toute autre chose, par exemple. Tu vois, et j'ai conscience qu'il y a un moment, il faut arrêter. Enfin, tu vois, parce que tu peux bosser. Moi, c'est toujours ce que je dis, mais en tant qu'entrepreneur, tu peux bosser jour et nuit sans jamais t'arrêter. Tu vois, je dis, mais franchement, j'ai tellement de projets dans ma tête, j'ai tellement de choses à faire, je pourrais ne jamais m'arrêter. Simplement, ça n'a pas de sens, comme tu dis, si tu fais un marathon. Et donc, je pense que la clé, en tout cas, pour ne pas être dans l'entêtement et savoir, et inversement, prendre du recul et parfois prendre cette respiration que tu évoquais un peu dans ton jingle pour pouvoir être meilleur, c'est de bien se connaître. Et comme personne ne te donne limite, et je trouve que ce qui est difficile en tant que dirigeant, c'est que tu as assez peu... Alors, tu as tes pairs, tu as des réseaux canons, comme tu mentionnais Sista, pour les femmes entrepreneurs dans la tech, mais tu as aussi The Galleon Project. Enfin, moi, je m'appuie beaucoup sur mes pairs pour m'aider et prendre du recul. Et tu redonnes aussi. Et évidemment, mes Sista. Et je redonne aussi. Tu as aussi fait le programme chez Mercedes, non ? Oui, exactement. Ouais, je suis mentor. J'ai aussi fait The Move J, tu vois, j'ai accompagné aussi des jeunes entrepreneurs, etc. Mais c'est pas évident. Ce qui est pas évident, c'est de trouver cette limite et cette frontière parce que c'est assez personnel. Chacun est hyper différent. Moi, je déteste les injonctions, y compris là-dessus. C'est-à-dire, je suis personne pour dire que il faudrait que tu fasses 10 heures de sport par semaine ou ceci, cela. En fait, chacun trouve son harmonie là où il veut. Et l'entêtement, certainement, à un moment, c'est de savoir lâcher prise et tu vois. En ce moment, j'ai pas mal de challenges parce qu'on grossit beaucoup, parce que le passage à l'échelle, c'est beaucoup de challenges, parce que voilà, par tout ce qui nous entoure, l'inflation, en ce moment l'écosystème tech est pas forcément simple, etc. Ouais. Et je me fais souvent la réflexion, tu sais quoi ? À un moment, Isabelle, il faut accepter de perdre une bataille pour gagner la guerre. C'est clair. Et je pense que tu vois, finalement, peut-être pour conclure sur l'entêtement, c'est avoir cette maturité à un moment et cette sagesse de dire, OK, il faut savoir, d'ailleurs, il faut choisir ses batailles. Et il faut savoir perdre une bataille pour gagner la guerre. Voilà, c'est assez basique et il faut le. Mais au moins de le répéter, ça s'ancre. Voilà. Je suis pas très forte à ça. Je suis très compétitive, mais j'apprends à perdre des batailles. Je vois l'heure qui défile et on pourrait parler encore pendant des heures. Et en fait, non, j'ai une autre question surprise pour toi. En fait, je crois que c'est mon record de questions surprises. Vous avez un message. Bonjour Isabelle. Aujourd'hui, le mot intelligence artificielle est sur toutes les lèvres. Certains y voient de vraies opportunités et d'autres de véritables risques pour nos démocraties. Si je te dis tout ça, c'est parce que j'ai la chance de te côtoyer régulièrement et je sais que tu t'interroges beaucoup sur le rapport de la société aux nouvelles technologies. Donc voici ma question. Peux-tu nous partager ton point de vue sur la diffusion de l'IA dans notre quotidien ? C'est donc Maya Noël, qui est la DG de France Digital, qui te pose cette question sur l'IA. On en a parlé hyper rapidement tout à l'heure, mais j'ai volontairement pas développé. Volontairement, je t'ai pas relancé parce que je savais que Maya allait te poser cette question. J'adore les questions surprises, c'est génial. Merci, c'est super comme format. Alors, merci Maya pour cette question. J'ai notamment rejoint le board de France Digital avec plusieurs combats, dont celui de l'inclusion dans la tech. Et évidemment, les sujets d'IA générative sont au cœur aujourd'hui de nos réflexion. Ma vision, c'est celle d'une intelligence artificielle. Alors après, en vrai, on dirait que c'est pas une vraie intelligence. Mais bon, ça, c'est un grand débat qu'on va pas aborder ici. En tout cas, pour moi, l'intelligence artificielle, c'est une IA positive, vecteur d'opportunité. Et ma vision, c'est qu'il faut absolument déjà, justement, aujourd'hui, je trouve que dans les mots qu'on emploie, dans l'imagerie qu'on emploie autour de l'IA, quand on regarde un peu les articles, les médias, l'iconographie qu'on associe à l'IA est hyper anxiogène. Oui. Moi, je pense que et j'aime bien aussi Aurélie Jean, si vous la suivez pas, suivez-la. Je suis souvent, j'aime beaucoup la façon dont elle aborde les sujets et elle a parlé aussi de ça, de cette façon de parler de l'IA. Et en fait, je trouve que c'est facile de contrôler les gens ou des publics très larges en faisant peur, en créant des angoisses, en créant des univers qui font peur, parce que la peur, ça paralyse ou ça amène parfois à certains extrêmes. Donc, mon propos sur l'IA, c'est plutôt de dire il faut avoir une démarche positive, c'est une véritable opportunité et c'est aussi des solutions qu'on peut amener au grand public. Et si je fais le rapport avec moi, mon business, par exemple, je trouve que l'IA est peut-être l'un des leviers qui va permettre à plein de gens de faire plein de choses, là où avant, ils étaient stoppés dans leur progression professionnelle ou autre, par des lacunes peut-être d'éducation
ou un manque de certaines compétences, et l'IA qui va être finalement un super outil, pour moi c'est un super assistant pour aller peut-être combler des manques qui sont très liés peut-être parfois au fait que petit enfant, peut-être que tu n'as pas eu les parents ou l'envie de lire certaines choses, que tu n'as pas forcément toutes les connaissances, mais l'IA va te permettre, là quand on parle notamment de tout ce qui est ChatGPT ou autre, toutes les bases de données qui te permettent d'accéder à de la connaissance en temps réel et à poser des questions et à combler du coup ces manques. Et donc l'IA, je la vois comme une incroyable opportunité, si elle est bien utilisée, à mettre entre les mains du grand public dans le quotidien, du coup, pour travailler. C'est un super assistant. Et pour aller accéder, moi, j'aime beaucoup parler de ça, à notre zone de génie. Pourquoi ? Parce que finalement, ce que ça va, et en tout cas, c'est ce que j'espère, c'est que cette technologie va nous permettre, en tant qu'humains, de retourner et de revaloriser ce qui nous rend, pour le coup, profondément humain. Et donc demain, c'est plutôt notre savoir-être, notre créativité, notre capacité à faire, toutes ces choses-là qui vont, grâce à l'IA, aller beaucoup plus loin que ce qu'on peut faire aujourd'hui. Parce que je trouve que parfois, il y a plein de talents qui sont limités, encore une fois, dans leur business, dans leur quotidien, parce qu'il va leur manquer le fait de savoir parler, par exemple, 3 langues. Je te dis n'importe quoi. Pas demain. C'est plus un problème. C'est plus un problème, en fait. Tu as déjà des solutions d'IA qui traduisent ta voix dans ma communauté. Nous, aujourd'hui, on livre partout en Europe. J'ai des stylistes qui ne parlent pas du tout espagnol, par exemple, et qui te font des lives en espagnol. Parce qu'avec l'IA, en temps réel, ça traduit leur propre en français. Enfin, tu vois, c'est juste un exemple, un micro-exemple. Mais quand c'est bien utilisé, quand c'est bien utilisé, voilà. Donc, moi, j'ai plusieurs sujets. Il faut démocratiser, et dans la façon dont on parle de l'IA, je pense qu'il faut vraiment créer de la transparence et de la pédagogie auprès du grand public, parce que je trouve qu'aujourd'hui, la façon dont on aborde ce sujet-là, il est très anxiogène, il est rarement positiviste, il parle beaucoup de tous les problèmes et il faut en avoir conscience et il faut les traiter, évidemment. Mais inversement, c'est quand même une révolution technologique qui va amener des capacités incroyables. Donc, parlons-en positivement et accompagnons le grand public autour de ces thèmes-là. On l'a fait, nous, avec des technologies moins fortes, par exemple avec les applications, les algorithmes de recommandation. On les a mis entre les mains de femmes et d'hommes, beaucoup de femmes, qui n'étaient pas forcément technophiles, qui n'étaient pas forcément... qu'on n'imaginerait pas utiliser simplement un produit tech, une solution de réalité augmentée ou un live shopping, ou etc., etc. Moi, j'ai des femmes de 75 ans. Il y a les seniors aussi, il y a toute cette population à accompagner aussi dans ces nouvelles technologies. Il ne faut pas que l'IA soit clivante et soit une fracture. Mon propos, c'est de faire en sorte qu'elle ne soit pas un facteur de fracture sociale encore plus forte que ce qu'on peut avoir déjà par plein d'autres sujets. Je pense qu'inversement, il faut s'en saisir comme d'une opportunité pour réinventer aussi un petit peu les façons de travailler et accompagner toute la nouvelle génération et les générations existantes vers autre chose. Et moi, T'en parles avec tes enfants, justement ? Ouais, écoute, alors j'ai beaucoup... c'est Laurent Alexandre aussi, alors qu'il y a un livre pour le coup qui n'est pas très... en plus, je ne sais pas si tu vois un petit peu la façon dont il parle, il peut être assez anxiogène. Donc j'ai pas mal écouté longuement le podcast Do It Yourself autour de lui, puis j'ai lu ses livres. Et moi, je lis beaucoup aujourd'hui autour de l'IA, pour comprendre, pour me faire une conviction, parce qu'on entend beaucoup de choses. Donc j'aime bien, tu vois, lire pour mieux comprendre. J'en parle avec mes enfants parce que je pense que en fait, tu vois, le prompt, qui est quand même, quand on parle d'IA générative, il y a quand même toute cette notion de savoir prompter. Oui. Mais je trouve que, donc le prompt, c'est un gros mot pour dire, en fait, finalement, savoir... Le dialogue, en fait. Dialoguer, c'est une façon d'exprimer une idée, un brief ou une envie presque. Et ça, je trouve ça assez génial. Et donc, j'en ai parlé un petit peu, alors plutôt avec mon fils, qui est un petit peu plus âgé et qui, comme je le disais, apprend à coder. Et je le fais un peu jouer sur ChatGPT pour voir un petit peu, tu vois, comment il appréhende un petit peu ces technologies-là. Et ils en parlent. En fait, moi, si je leur en parle pas, eux, ils en parlent parce ils en parlent dans les cours de récré, ils en parlent dans les médias, d'où l'importance d'avoir un discours quand même rassurant, positif. On est encore loin de la véritable intelligence, malgré tout. Donc, voilà. Accompagnons cette nouvelle technologie qui est pleine d'opportunités, pleine de choses très positives. Prenons conscience aussi des biais et des risques qu'elle comporte, notamment quand on parle des réseaux sociaux et tu vois, des fakes, des deepfakes, etc. Quand on parle aussi des élections, on sait qu'il y a beaucoup d'enjeux et France Digital aussi est très au fait de ça et très engagée autour de ces thèmes-là. Et moi, je veux que l'IA soit une opportunité pour tous. Ta claque. La claque que tu as prise.
la claque que j'ai prise, c'est de me retrouver à 16 ans, loin de tous mes copains, et de tout ce que je connaissais, de me retrouver habillée en bleu marine. En uniforme, En uniforme, dans une école de filles. Ça a chamboulé mon univers. Et t'en as retiré des choses positives ou... Enfin, sur le moment, j'imagine que tu l'as très mal vécu. Moi, je l'ai assez mal vécu. vu comme là tu le racontes, je me dis que tu l'as pas hyper bien vécu. Non, mais après, oui. Même si c'était une formidable opportunité avec du recul. Incroyable. Je pense que la claque, ça a été surtout de se rendre compte, au-delà de la contingence, que en fait, tout ce que je savais, tout ce que je pensais connaître, mon statut d'étudiante, de bonne élève, avec ma connaissance, ma culture française, européenne, et ben finalement, ça voulait plus rien dire. Ouais. Et donc, ça te met une grosse claque, parce que je pense qu'en France, on a énormément de qualités, mais parfois, un peu rigide. Oui, et puis ça m'a mis une grosse claque parce que je me suis rendu compte qu'il y avait autre chose, quoi. Hein. Ouais. Et puis que dès que tu faisais un pas de côté, tout ce que tu pensais être un peu la vérité ou ton univers, c'était plus du tout le cas. C'était pas du tout la même chose. Et en plus, là-bas, c'est un pays jeune et la façon dont ils apprennent, parce que j'ai étudié là-bas, et aux antipodes de la façon dont on apprend en France. C'est-à-dire qu'en France, tu as quand même des guides, tu as une histoire. Là-bas, comme ils ont moins d'histoire, on va dire, ils regardent les histoires des autres. Et donc, c'était vraiment beaucoup des études comparatives. C'est comme ça que je peux l'expliquer. En France, il y avait une histoire. Et puis là-bas, l'histoire, surtout quand on regardait vers l'Europe, c'était des études comparatives, des revues de presse de l'Asie, de l'Australie, de tous les pays avoisinants. Et puis, évidemment, de l'Europe. Et ça a complètement un peu chamboulé ma perception des choses. Et ce pas de côté que tu as dû faire. Ouais. Ça m'a appris à l'humilité. Ouais. Ça m'a appris à. Je suis devenue bilingue, ça c'est quand même une externalité positive, très très bien. C'est plutôt cool. Du coup, j'ai poursuivi une partie de mes études à Londres. Et je pense que ça m'a apporté un mindset multiculturel. Alors pourtant, je suis partie assez tard parce que je n'étais pas petite fille, mais je me suis hyper bien intégrée. Après, j'ai du coup voyagé. Ça m'a donné l'opportunité. Enfin, ça a apporté que des choses très positives et ça a changé ma personnalité, je pense. Et est-ce que ça a eu des répercussions sur l'éducation que tu donnes à tes enfants ? Déjà oui, parce que déjà je leur ai appris l'anglais tout petit. Je suis pas sûre que je l'aurais fait, tu vois, si j'avais... Alors au départ, j'avais vraiment très envie de leur parler en anglais, parce que je suis bilingue, parce que j'adore cette langue. Et en fait, tu te rends compte que c'est pas ta langue maternelle non plus. En plus, dans un environnement très franco-français, c'est compliqué. Mais ça m'a quand même un peu collé à la peau, parce que tu vois, chez Jolie Moi, ça fait plusieurs années qu'on communique en anglais. On est en France et en Belgique francophone. Donc, a priori, il n'y a pas des... Mais j'avais cette vision que, d'abord, je trouve que c'est une compétence incroyable de savoir présenter, s'exprimer à l'oral en anglais et d'écrire en anglais pour tous nos salariés. Et au-delà de ça, j'ai toujours eu cette vision que ça allait nous permettre d'accélérer sur l'international. Mais si tu veux, je l'ai eu quand même assez tôt. Mais la bonne nouvelle, c'est que ça permet aujourd'hui, par exemple, d'avoir 8 nationalités différentes chez Jolie Moi, et que ça n'aurait jamais été possible d'attirer ces talents-là si... qui avait tout fait en incroyable français, richesse, si on avait tout fait en français, voilà. Donc ça m'a un peu collé à la peau. Et puis... le fait de te rendre compte qu'en fait, tu n'es pas grand-chose ou tu n'es personne, finalement... Au niveau du monde. Ouais, et puis tout simplement, après là, on parle de l'Australie, c'est extrême comme destination, mais ça aurait été vrai de l'Allemagne. Bon, peut-être... Là, c'est vrai qu'il y avait quand même, si tu veux, deux cultures, un pays très jeune versus quand même la France. Ouais. Tu vois, il y avait quand même c'était quand même assez opposé comme culture. C'était au même moment où tonton était parti en Afrique du Sud C'était après. C'était après. J'avais déjà été en Afrique du Sud, mais c'est pas pareil de voyager que de vivre, puis de retrouver étudiants, adolescents, un peu loin de tout et tout. Ses racines ici. Ouais. Non, ça m'a beaucoup appris. Je te propose qu'on quitte ce studio quelques minutes pour aller vers l'Élysée. Parce que c'est notre projet! Quel serait ton projet si tu prenais les plus hautes fonctions de l'État, la première mesure que tu prendrais? Alors,
Alors, c'est très difficile comme question, il y a tellement de sujets à traiter, mais je pense que fondamentalement, moi j'ai été, tu sais, avec d'ailleurs Céline Lazorte, l'une des instigatrices du Parental Act, et donc pour allonger le congé paternité. Donc, il y aurait certainement l'allongement encore plus lointain de ce congé paternité, et parce que je triche et que je veux une deuxième mesure, parce que oui, je suis comme ça, j'en veux toujours plus, j'obligerai absolument en maternelle à ce que les professeurs, les enseignants soient formés à déjà dès la maternelle, petite section, moyenne section, grande section, appréhender les biais de genre et faire en sorte que dans la façon dont ils parlent aux petites filles, aux petits garçons, on ne soit pas déjà en train de les orienter vers telle compétence ou telle autre. Il y a des études assez effrayantes qui montrent que dès la sortie de la grande section, les petites filles sont déjà orientées par rapport à ce qu'elles savent faire, de ce qu'elles peuvent faire, et ça m'effraie absolument quand on sait qu'il y a trop peu de femmes dans les sciences et qu'on a absolument besoin d'avoir des femmes dans les sciences dures. Voilà, donc je ferai ça. Je ferai tout ça, un reshuffle au niveau de la maternelle. Et en fait, c'est pas pour blâmer les enseignants parce qu'ils ont tellement de sujets à traiter, mais je pense qu'on doit être tous beaucoup plus conscients, et principalement dans l'éducation et dans l'enseignement public, de ces biais, et qu'il faut absolument les adresser le plus tôt possible pour faire en sorte qu'on ait beaucoup, beaucoup plus de filles dans les sciences. Il y a beaucoup d'initiatives qui sont prises. Je pense par exemple à une association qui s'appelle Elle Impact, qui travaille sur ce sujet pour motiver les petites filles à suivre des parcours scientifiques et aider les femmes après à lever plus d'argent en tant qu'entrepreneurs. Elles ont vraiment les deux missions. Et c'est vrai que c'est des vrais sujets que de dire à nos petites filles qu'il n'y a pas que des métiers de garçons et que des métiers de filles. Parce que c'est vrai dans l'autre sens. Mais c'est vrai aussi. Il y en a plein. Il y a Comtech aussi qui fait un très gros travail autour de ce sujet-là. Voilà. Et puis je pense qu'on a tous conscience aujourd'hui que pour le bien commun, il faut beaucoup plus de femmes dans les métiers de la tech et dans les sciences, en fait. Tout à fait. Carte blanche pour 40 nuances de Next. On est méga en retard dans ce planning, mais je te laisse quand même cette carte blanche, ce moment à toi pour traiter le sujet de ton choix. Je vais continuer de rebondir, je vais essayer d'être succincte. Je veux vraiment parler du fait qu'il faut plus de femmes dans la tech. Il faut plus de femmes entrepreneurs, il faut plus de femmes qui se montrent et qui partagent les incroyables innovations et projets qu'elles portent. Je trouve que, y compris chez les femmes, on subit parfois des biais. Par exemple, moi, je suis dans la tech, mais je suis sur un secteur qui est la retail tech ou beauty tech. Eh bien, je peux dire que j'ai quand même des biais de perception parce que c'est de la beauté, parce que c'est bien d'être, parce que je suis une femme. Et je pense qu'il faut qu'on soit tous conscients de ça et qu'on arrête de classifier les sujets sur la tech. C'est de la tech, c'est innovant. Portons ces sujets haut et fort. Voilà, et donc je dirais les sistas, faites attention à vos amis dans la tech, soutenez-vous, faites la courte échelle, c'est hyper important. On est de plus en plus nombreuses, mais on devrait être encore plus nombreuses dans les années qui viennent. Et je pense que c'est le principal message que j'ai envie de porter aussi, de dire aux femmes qu'elles peuvent innover. Et peut-être, moi, il y a une femme que j'ai entendue récemment qui est dans la space tech. Attention, Hélène Huby, qui a créé The Exploration Company, qui est d'ailleurs un des investissements de Sista Fund. Et j'ai eu l'opportunité de l'écouter et de l'entendre. Et quelle inspiration. Et donc oui, à toutes les petites filles, à toutes les femmes qui veulent dans la tech, c'est possible. Il faut se donner les moyens. Voilà, moi, c'est juste le sujet sur lequel je vais conclure, c'est celui-ci. Et j'espère incarner avec mes 3 cofondatrices cette opportunité. Je pense qu'une start-up tech, scale-up maintenant, où il y a 4 cofondatrices femmes, dont CTO, dont Head of Growth, etc. C'est rarissime, c'est trop rarissime. On ne reçoit pas encore suffisamment de fonds. C'est que 2% des fonds VC qui vont aux startups 100%, aux équipes 100% féminines. Je te laisse imaginer que les équipes 100% féminines, je crois qu'elles obtiennent près de peut-être 60 ou 70% des fonds. Voilà, j'espère que demain, on aura les mêmes chiffres sur ces sujets-là. Et ta sista, si toi, tu avais dû en choisir une ? Écoute, tu vois, je la connais pas très bien, mais parce que je pense qu'elle est assez exceptionnelle et c'est one of a kind, Hélène Huby. Eh bien, super. Merci 1000 fois, Isabelle, d'avoir accepté de jouer avec moi sur ces règles qui sortaient des règles de ce podcast. Mais c'était passionnant. Et on va suivre toutes ces activités et notamment cette news de rentrée.
Avec dont tu nous as plaisir. parlé. Merci beaucoup. Merci. Feuille blanche. « 40 nuances de Sista »